Et bienvenue dans le 7e épisode de la saison 9 de Vue du banc, épisode enregistré mercredi soir, quelques minutes après la fin du match entre Leipzig et Paris, match nul 2 buts partout, et au lendemain de la victoire de Lille 2 buts à 1 sur le terrain de Séville. Ce sont les deux matchs qui vont principalement animer cet épisode. Je pense pas qu'on aura le temps de partir sur d'autres matchs, donc on va faire de fausses promesses. Si jamais on a quelques minutes, on dira un mot, je sais pas, du Shakhtar ou d'autres choses qu'on a pu apercevoir. Mais parlons d'abord des clubs français, et parlons de ça avec Raphaël Cosmidis. Bonjour Raphaël. Bonjour, bonsoir. Et avec Florent Tonuti. Bonjour Florent. Salut Christophe, salut à tous. Commencer par le match le plus récent, qui est le plus frais dans nos esprits, le match nul de but partout entre Leipzig et Paris, but de Nkunku et de Szoboszlai à la dernière minute sur penalty pour Leipzig. Enfin, quoi que dernière minute, dans les arrêts de jeu, parce que techniquement, il y a encore eu quelques actions pour Leipzig un peu après. Et doublé de Wijnaldum côté parisien. Je vais d'abord lancer Raphaël pour un premier avis avant de donner les compos, de développer un petit peu. Raphaël, c'est la question habituelle. Est-ce que tu es de bonne humeur après ce match parisien? Est-ce que tu as fini par être, je sais pas, habitué par ce côté performance limite du PSG qui font que tu n'as absolument plus d'affect? Comment est-ce que ça se passe dans ta tête de sympathisant, ex-sympathisant parisien? Je sais pas trop. En fait, je suis partagé entre deux notions de concepts. Mon concept de supporter du Paris Saint-Germain qui aurait voulu que le PSG gagne, et d'un autre côté, qui je pense est ce que ressentent la plupart des suiveurs neutres du Paris Saint-Germain, et notamment vous deux qui est suivi en Ligue des Champions à chaque journée, c'est de se dire à quel moment leurs lacunes et leur côté un peu escroc sur leur performance, parce que les résultats sont bien meilleurs que les performances, ne vont pas suivre, quoi. À quel moment ça va pas payer, ou à quel moment ça va payer, dans un sens ou dans l'autre. Comme pour Manchester United, où tu disais, mais à quel moment Solskjaer va payer le prix de tous les errements collectifs qui laissent son équipe vivre. Et ça aurait pu être le cas ce soir dès le début du match, avec 10 minutes, 10-15 minutes où Paris prend l'eau et n'arrive pas à sortir du pressing, concède pas mal d'occasions. Finalement, ils auraient pu l'emporter assez largement s'ils sont plus efficaces en contre. Et puis, bon, voilà, la fin de match revient côté Leipzig grâce au retour d'un système. Euh, on en parlera tout à l'heure. Mais non, mais écoute, je suis vraiment divisé entre ces deux choses, entre me dire, ah, c'est quand même dommage que le PSG n'ait pas gagné parce qu'ils ont l'opportunité de gagner, et en même temps, il faut qu'à un moment, leur difficulté, leur médiocrité soit sanctionnée, et elle n'est pas tellement sanctionnée sur cette phase de poule de Ligue des Champions, parce que là, ils ont 8 points en 4 matchs, Ouais, si on fait le c'est ça. bilan. Et comme tu disais, Christophe, quand on préparait l'émission, il y a pas mal d'univers parallèles où ils ont 4 points, voire moins. Donc c'est ça qui est un peu frustrant quand on les suit. Alors, les deux compos, côté Leipzig, Gulácsi dans les buts, Orban Simakan, Gvardiol en défense, Mukiele Angelino en piston, Laimer, Adams au milieu, et devant Nkunku, Silva, Forsberg, et côté parisien, Donnarumma dans les buts, Hakimi, Marquinhos, Kipembe et Nuno Mendes de droite à gauche en défense, Wijnaldum, Danilo et Gay au milieu, Di Maria, Mbappé, Neymar devant. Je vais donner quand même les entrants, c'est vrai qu'on le fait pas toujours. Aïdara Poulsen, Szoboszlai, Olmo, Heinrich côté Leipzig, Draxler, Herrera, Icardi côté parisien, même si côté parisien, le concept d'entrant est un petit peu secondaire, puisque Pochettino fait quand même très rarement des changements à l'avant la 70e, et là c'était à la 85e minute. Florent, alors je vais pas te poser la question du sentiment sur Paris tout de suite. Juste très factuellement, est-ce que tu trouves que Paris a été meilleur sur ce match retour qu'il n'a été sur le match aller qu'on avait débriefé dans l'épisode, peut-être pas précédent, mais juste avant? Ouais, c'est ça. Franchement, j'ai du mal à me rappeler déjà du match précédent. En fait, le match précédent, là où c'est ennuyeux pour Paris, c'est que Leipzig semblait le tenir jusqu'à ce qu'il le donne, concrètement, avec la faute de Adams, je crois, qui perd un ballon et qui C'est relance le ça, ouais. PSG. Et là, c'est différent. Là, Leipzig donne en ne marquant pas le but du break, un petit peu. Mais tu vois, les accélérations parisiennes qu'on a vues ce soir, les quelques-unes, il n'y en a pas eu beaucoup. Dans mon souvenir, j'ai pas l'impression qu'il y en ait eu pendant une heure de jeu au match aller. Je sais pas si vous vous rappelez de véritables occasions parisiennes ou pas. Ça commence à remonter, c'était il y a 2-3 semaines maintenant. Mais j'ai pas ce souvenir-là que Paris avait vraiment pu faire l'action, par exemple, qu'ils font sur leur premier but. Où c'est quand même une belle action où Neymar sort de la pression, il trouve un appui sur Di Maria, ça revient sur Mbappé qui est décalé,
puis Wijnaldum qui termine. J'ai pas l'impression qu'à l'aller, Paris a eu beaucoup de situations de ce genre-là. Je vais essayer d'aller chercher ça juste après. Mais Après, là, sur ce match, ils en ont pas beaucoup ce soir non plus. non, ils en ont pas beaucoup non plus ce soir. Mais ce que je veux dire, c'est que ce soir, ils sont devant plus longtemps qu'ils ne l'étaient à l'aller, même s'ils s'en sortent miraculeusement sur le premier quart d'heure. Après, moi, ce que je retiens surtout, c'est ce premier quart d'heure où, sous la pression de Leipzig et sans Verratti, c'était quand même une des grandes questions de ce soir finalement, où tu avais l'absence de Verratti, le fait qu'il avait déjà souffert, lui, à l'aller du pressing de Leipzig. Tu devais te poser la question comment Paris va faire sans lui pour sortir de cette pression-là, sachant qu'ils avaient souffert avec lui à l'aller. Et finalement, en fait, on a vu qu'ils n'ont pas réussi à sortir, ou en de rares occasions, grâce notamment à Neymar en première mi-temps qui redescendait dans la densité. Raphaël, il y a des moments où ça confinait un peu au gag quand même les sorties de balles parisiennes. Alors, pas souvent, mais il y a des fois où limite tu étais obligé de mettre en touche au bout de deux passes parce que ça n'allait pas du tout. Alors évidemment, la pression de Leipzig, elle est quand même assez extrême et du coup, elle s'accompagne d'espaces laissés dans le dos de la défense. Donc du coup, tu peux dire aussi que ça peut valoir le coup d'essayer de casser ce pressing-là parce que derrière, tu peux avoir des grosses occasions. Maintenant, ça fait un peu peur sur le PSG sans Verratti, même si le PSG sans Verratti n'a pas toujours été cataclysmique et tu as vu des mecs qui ont su élever leur niveau. Hein. Mais honnêtement, un temps faible aussi faible, heureusement que c'est Leipzig parce que sinon ça peut se payer cash en fait. Ouais, mais c'est là que l'incapacité du PSG à alterner entre jeu court et un peu plus de jeu long, notamment dans le dos de la défense, tu l'as dit, Cri, est emmerdante. Parce que sur le début de match, ils s'entêtent à jouer dans des tout petits espaces, notamment sur les côtés, où Leipzig arrivait à attraper le PSG. T'arrivais pas à jouer à l'intérieur parce que de toute façon, t'étais en sous-nombre, vu que Danilo et Gay étaient dépassés par Leimer, Forsberg et Adams qui ont commencé ensemble au milieu de terrain. Donc ça, c'était un vrai souci pour le PSG et ils n'ont pas su aller chercher dans le dos parce que de toute façon, tu n'as que Mbappé qui attaque la profondeur. Et tu n'as jamais réussi à mettre Hakimi et Mendes assez haut pour qu'ils le fassent eux aussi. Donc le PSG a joué très petit, a joué demi-terrain sur les 10-15 premières et pour Leipzig, c'était parfait. Ils ont pu récupérer des ballons hauts, ils ont pu récupérer des ballons même dans l'axe de temps en temps, ce qui a permis de contre-attaquer rapidement. Et c'est le souci du PSG, je trouve, et encore qui s'aggrave quand Verratti n'est pas là, parce que tu joues petit, mais dans des espaces où tu n'es pas capable de jouer petit. Et c'est ça qui est un peu frustrant, ce PSG-là. J'aurais limite préféré, alors pas qu'il jette, mais qu'il soit capable d'allonger, de mettre des courses dans le dos, qu'Hakimi prenne son couloir, que Mbappé y aille. Et au pire, le second ballon, tu peux aller le tenter de le jouer. Alors tu aurais peut-être pas gagné à chaque fois contre cette équipe, mais avec Wijnaldum, avec Gay, avec Danilo, tu avais quand même la possibilité, parce que je comptais pas Wijnaldum dans les 2-3 du milieu parce qu'il était jamais entre les lignes sur les sorties de balle, mais tu avais la possibilité, pourquoi pas, d'aller gagner 2-3 ballons et 2-3 seconds ballons, et si tu les récupères haut face à une équipe qui défend en reculant, quand tu as Mbappé, c'est tout de suite plus dangereux. Et d'ailleurs, sur la deuxième période, ils ont, je sais pas, 3 ou 4 contres que Mbappé peut emmener jusqu'au bout. Ouais, c'est ça. Il y en a déjà 2 ou 3 où Simakan revient le gêner et où il n'ajuste pas parfaitement sa frappe. Plus un côté droit, je crois que c'est en première. Ouais, bah parce que le pressing de Leipzig s'était un peu relâché en deuxième période, mais je trouve ça un peu embêtant que le PSG, dans un début de match comme ça, où tu sais comment Leipzig va te jouer, n'ait pas eu cette idée-là, ou en tout cas ce pouvoir-là d'aller attaquer la profondeur quand une équipe vient de presser demi-terrain. Florent, est-ce que tu as fini tes recherches ou est-ce que... Oui, en fait, à l'aller, ça m'est revenu. Paris avait marqué sur un contre en fait dès les premières minutes de jeu. Je ne sais pas si vous vous rappelez, avec Mbappé lancé en profondeur, qui est lancé côté gauche et il prépare pour ouvrir son pied, genre à la tirer Henry, et puis il le referme et il prend Boulachi à contre-pied. Je sais pas si vous voyez la finition. Ouais. Voilà. Donc ça avait démarré comme ça et en fait, Leipzig avait fait une bonne entame sans avoir beaucoup d'occasions, il me semble. Mais c'est Paris qui avait déjà ouvert le score à l'époque. Donc voilà la différence par rapport à l'aller. Finalement, à l'aller à la mi-temps, Paris, c'est un tir cadré, un but. Et aujourd'hui, je pense que c'est 2 tirs cadrés, 2 buts pour le coup. C'est bien possible, donc, hein, sur le coup de pied arrêté. Même si, bon, voilà, ça vaut autant, mais forcément, c'est un petit peu... Ça récompense moins une structure, un truc reproductible quand tu marques de la tête, même si Marquinhos qui gagne un duel aérien, c'est quand même assez fréquent, là où il la met bien pour Wijnaldum. Florence, sans vouloir se prétendre entraîneur, hein, mais si on te dit Leipzig va presser comme il a pressé, c'était à peu près écrit, quelle est la solution que toi tu préconiserais pour ressortir les ballons ? Est-ce qu'il faut quand même tenter de jouer court ?
Est-ce que tu essayes d'avoir la supériorité numérique avec le gardien et tout le monde qui serait plus ou moins pris en individuel, même si là, c'était pas le cas. Mais en gros, de beaucoup demander à Donnarumma qui progresse au pied, mais bon, Qui a c'est pas encore essayé, parfait, qui a essayé, et à un moment, il se rate, mais vu que le réalisateur était occupé à balancer un ralenti inutile, on l'a pas vu. On l'a jamais vu après, hein. Merci le réalisateur. Est-ce que tu balances loin devant? Est-ce que tu alternes? Est-ce que tu joues Milan? Enfin voilà, est-ce qu'il y a une solution qui pourrait éventuellement se dégager quand t'as pas les meilleurs relanceurs, que t'as pas un 6 très adepte sous pression, et qu'en face, ils viennent te chercher extrêmement vite? Ben, moi, en fait, dans les premières minutes de jeu, je m'attendais à voir Neymar en faux neuf. Je sais pas si ça a aussi été le cas pour vous, mais Bah je d'ailleurs, tu m'attendais nous à le avais plus voir ou moins dit, tiens, il est en faux neuf, et puis en fait, non, pas vraiment, mais c'est parce que ça donnait l'impression parce sur qu'il a, quelques ouais, ils ont, séquences. Ouais. voilà, c'est ça sur quelques séquences. Tu voyais Mbappé qui était plus à gauche, Di Maria plus à droite, et je me disais, tiens, c'est vrai que vu l'approche de Leipzig qui était quand même très portée vers l'indiv et la pression, autant à l'aller, Leipzig était plus dans une optique d'enfermer Verratti. Je ne sais pas si vous vous souvenez de quelques séquences où il y avait un 3+2 et Verratti qui était vraiment au milieu. Là, c'était un peu plus individuel derrière les deux attaquants. Et je me disais, ouais, si tu fais un décroché très bas, un Neymar, il peut te sortir de la pression en lui donnant ce rôle de faux neuf où quand il va sortir, bah, s'il sort, tu peux avoir la route directe dans le dos s'il va faire sortir Simakan ou un autre joueur. Et en fait, je m'attendais à ça dans les premières minutes. Un match un peu comme Neymar face à l'Atalanta, il y a quelques années maintenant, quelques mois en tout cas. Et je me posais la question, tiens, est-ce qu'il est capable de refaire ce genre de match, du coup? Et en l'occurrence, ça reste le Parisien qui a été le plus capable de casser la pression ce soir et de trouver la profondeur derrière, ce qu'ils ont fait un peu plus en deuxième mi-temps et beaucoup mieux. Mais ouais, je m'attendais à cette solution-là et peut-être au fait d'avoir justement un Mbappé, un Di Maria très très excentré, de manière à essayer de fixer les latéraux pour essayer d'ouvrir des espaces pour les pistons, pour les latéraux parisiens. Euh, Puisque ça peut être ces joueurs qui peuvent offrir des respirations. Et Nuno Mendes et Hakimi sont capables de faire des choses sous pression. Donc je m'attendais plus à ça, mais c'est vrai que finalement, on a eu les trois Parisiens, les trois attaquants très à l'intérieur. Et donc, on n'a pas forcément eu droit à ça. Raphaël, question très factuelle. Donc Leipzig est venu en nombre presser Paris. Question qui peut se poser, c'est est-ce que c'est un modèle qui est facilement reproductible, ou alors est-ce que alors, faut dire quand même que Barcelone, sur un retour de Ligue des Champions, avait réussi à étouffer Paris, alors que c'était pas l'équipe qui pressait le plus et qui avait le plus de joueurs actifs. Donc, c'est-à-dire, dans l'absolu, quand tu te motives vraiment, tu peux faire des choses, mais est-ce que concrètement, tu imagines beaucoup d'autres équipes européennes être capables de faire la même chose et que c'est uniquement une question de volonté? Ou alors est-ce qu'à la limite, il n'y a qu'un seul Leimer en Europe, sachant que Leimer, pour situer sur les dernières stats FBRF, le record en Europe sur la dernière année, je crois que c'est 28 pressions, donc mise sous pression d'un adversaire par Alan avec Abergel qui est juste en dessous, Leimer qui n'a pas le cut pour passer, mais à 38. Donc vraiment, le gars écrase totalement ces statistiques-là. Mais est-ce que sans Leimer, tu peux quand même faire la même chose si tu es n'importe quelle équipe et que tu te dis Paris n'arrive pas à relancer sous pression, ils n'ont pas Verratti, ils sortiront pas de leur camp? Bah, s'il n'y a pas Verratti, je pense que pas mal de monde peut le faire, hein. Parce que s'il n'y avait pas eu Verratti, est-ce que City aurait perdu contre le PSG? Je pense pas, par exemple. Ils auraient récupéré plus de ballons et ils auraient concédé moins de contre-attaques. Et vraie question sur le fait du retour ou non de Verratti pour ce match-là. Parce que c'est dans 2 semaines maintenant, 3 semaines. Et ça va être juste, quoi. La date de retour, c'est dans ces eaux-là. Après, Paris sera qualifié, je pense, mais ce sera pour la première place. Ouais. Voilà. Liverpool peut le faire. Porto, je pense qu'ils sont capables de le faire, vu Conceição. Alors la Juve doute. Chelsea peut le faire. Je suis en train de remonter les équipes qui vont se qualifier. Le Real, je sais pas trop ce qu'ils peuvent faire en fait. Donc le Real, on va l'évacuer tout de suite. On a vu le match avec Florent face au Shakhtar, c'était très compliqué, hein. Le Shakhtar peut 10 fois gagner ce match, et le Real, de manière générale, depuis le début de saison, c'est quand même assez poussif, hein. Ils ont 2 joueurs vraiment excellents et le reste, bon, c'est un peu moyen. T'as le Bayern évidemment aussi, ouais. je sais pas si tu l'as cité. Ouais, bah oui, je faisais par poule là, mais je sais pas où ils sont plus bas, ouais. L'Inter doit être capable de le faire, l'Ajax peut le faire. Je pense que Dortmund est capable de venir t'embêter en faisant ça. Salzbourg, évidemment, peut le faire. Beaucoup de monde peut le faire quand même, hein. Alors Manchester United, non.
Villarreal, je sais pas, je pense pas. L'Atalanta, oui. Et Bayern, oui. Et Barça, pourquoi pas. À voir comment ça va être quand Xavi va reprendre ou non l'équipe. Parce que d'ici à la publication de cet épisode, ça se trouve, il aurait soit pris le Barça, soit été viré du pays où il coach. Donc je ne sais pas. Mais je pense qu'il y a beaucoup trop d'équipes qui sont capables d'embêter ce PSG-là. En tout cas à travers le pressing. Et il va falloir que le PSG, même si Verratti est là, en fait, il va falloir qu'il trouve une solution pour faire autre chose. Parce que comme le disait Flo, même quand il avait été là à l'aller contre Leipzig, ça avait été une grosse galère. Donc il faut qu'il soit capable de faire autre chose. Et c'est vrai que Neymar a été en fait un faux ailier, quoi. Il a décroché comme un faux neuf, mais dans le demi-espace gauche, son demi-espace préféré, en cherchant à chaque fois des diagos vers l'opposé. Il a fait un bon match d'ailleurs. On a été très dur avec. Enfin, dur. Non, on était juste avec lui. On a été assez critique, quoi. Et là, il fait un bon match. C'est pas un match fantastique, c'est un bon match de Neymar, avec des passes très bien senties, notamment celle pour Wijnaldum à un moment sur une grosse occasion parisienne. Et voilà, mais c'est une équipe qui a quand même encore beaucoup de manques collectifs. Et quand tu vois le rythme qu'ont, par exemple, City, Liverpool et le Bayern cette saison, ou l'Ajax même, tu dis qu'il y a quand même une grosse marge entre les meilleurs collectifs et ce que propose le PSG à 3-4 mois des huitièmes de finale. Sachant que Neymar était aussi pas mal sur la deuxième période face à Lille, qu'il a eu ce bon match avec le Brésil. Donc on peut se poser la question, je pense que c'est un peu trop tôt pour avoir des réponses, mais d'un éventuel retour à un bon niveau sur le référentiel Neymar, évidemment. Un Neymar bon, c'est au-dessus de beaucoup de joueurs européens. Je ne sais pas si on reverra un jour le Neymar de l'Atalanta, mais ça remonte qu'il y a quand même un petit mieux, quoi. Ouais. Après, le problème de ça, c'est que tu es dans une situation où donc tu as Neymar, tu as Messi, tu as Di Maria, tu as Mbappé. Et comme je le dis, je sais plus après quel match j'en avais parlé, mais cette solution où tu as Neymar qui est faux neuf, Mbappé à gauche, et un joueur à droite qui serait du même profil que Mbappé, ou qui pourrait prendre la profondeur, ça me paraît être aujourd'hui la meilleure solution pour ce PSG-là. Moussa Diaby, par exemple. Ou Christopher Ouais, Nkunku. Après, ou Nkunku Arnaud. prend moins la profondeur quand même. Mais, Ou par contre, il ferait du bien au milieu, Nkunku. Ou un niveau un petit peu en dessous, Arnaud Kalimundo, ouais, par exemple. Mais le truc, c'est qu'il y a pas de possibilité parce qu'en fait, tu vas jouer avec Messi, Neymar, Mbappé. Et en fait, tu peux pas faire ça. Ce trio-là peut pas fonctionner de cette manière-là, même en imaginant que ce soit Messi qui soit le faux neuf, avec Neymar qui serait plus dans la course, mais c'est pas sur ses qualités. Donc il y a une petite frustration qui est en train de naître chez moi par rapport à ça. C'est-à-dire, j'ai l'impression que peu importe la formule, il y a pas forcément de complémentarité possible entre ces joueurs-là. Mais bon, après on en est au bout de 3 mois, ils vont peut-être trouver quelque chose. Mais après, il y a un joueur, et pour faire la transition et revenir au match, qui peut un petit peu apporter les courses de plus bas et qui l'a fait aujourd'hui, et que j'ai trouvé plutôt bon aujourd'hui, au-delà de ses buts. Ouais. C'est forcément Wijnaldum, qui a, dans les projections, a enfin fait, je sais pas ce que tu en penses, Raphaël, toi qui connais bien de Liverpool, mais qui a enfin fait un petit peu ce qu'on attendait de lui et ce qu'on voyait de lui à Liverpool. Ouais, alors c'était même plus le Wijnaldum des Pays-Bas que le Wijnaldum de Liverpool, dans le style de jeu, parce qu'à Liverpool, il était quand même pas mal au milieu à gagner des ballons, pardon, et à mettre des bâtons dans les roues des adversaires. Là, on l'a plus vu dans la projection et souvent arrivé en deuxième rideau, deuxième vague derrière les appels de Mbappé. C'est pour ça d'ailleurs qu'il marque des buts, avec son bon jeu de tête aussi. Donc c'est bien pour lui de faire ce bon match-là. Mais de toute façon, la profondeur, et je crois que ça fait plusieurs fois qu'on le dit dans les podcasts spéciaux PSG, elle viendra soit d'un joueur comme ça qui arrive de loin, et je vois pas d'autres milieux capables de le faire à part lui. Herrera fait un début de saison un peu fantastique sur cet aspect-là, mais je suis pas sûr que ça dure. Et Draxler, ouais. Mais sinon, il peut accompagner, on va dire. Sinon, la profondeur, ça devrait être les pistons, enfin les latéraux. Tu vois, je dis piston, mais en fait, ça révèle quelque chose. C'est qu'on aimerait que Mendes et Hakimi jouent plus haut et attaquent plus la profondeur. Sachant qu'ils le sont de temps en temps, hein. Face à Lille, ça oui, comme tu ça, vois, mais ça termine comme ça. Mais il faudrait... Et je trouve qu'Hakimi avait bien démarré la saison sur cet aspect-là et disparaît un peu de la moitié de terrain adverse depuis quelques matchs. Il a fait quelques sorties en deuxième mi-temps quand ça s'ouvrait là. Ouais, il en a une où il passe pas loin de gagner un ballon devant c'est Simakan, je crois, qui a couvert 10 fois la profondeur et qui a gêné à chaque fois les Parisiens qui sont partis. Mais la profondeur, il faut qu'elle vienne soit de Wijnaldum, soit d'eux. Et pour l'instant, je trouve que c'est un peu timide aussi parce que ton organisation ne te permet pas forcément de les fixer très haut.
mais c'est un peu Il y a- timide sur les côtés, la recherche de profondeur. il y a une très bonne action en début de match aussi, en milieu de première mi-temps, je crois, où c'est encore couvert par Simakan, où t'as Nuno Mendes qui est décalé côté, qui se retrouve à un contre avec Mukiele. Et en fait, dans le même temps, il y a Neymar qui décroche et qui embarque Orban. Et en fait, Nuno Mendes élimine Mukiele avec son crochet. Et du coup, vu que Neymar a embarqué Orban, ça ouvre vraiment toute la profondeur pour qu'il puisse porter Et, balle au pied. Alors là, et- c'est pas un appel, hein, c'est un ballon porté, ouais, une mais c'est conduite de balle intéressant. trop longue, non? Je crois qu'il pousse trop son ballon et il le perd, il me Il semble. pousse un poil trop et Simakan Ouais. revient, c'est juste. Hein, et je crois que Nuno Mendes fait faute sur la situation, Oui, sur la une fin bonne de la faute. séquence. Mais Ouais, comme il arrive très vite, la faute est très impressionnante en fait. Il arrive c'est ça. légèrement en retard. Mais oui. À noter qu'on parle beaucoup de profondeur. Dans l'absolu, tu peux aussi gagner un match de foot et même aller au très haut niveau. Avec... Alors, c'est mieux d'avoir au moins un joueur de profondeur. Mais genre, le Grand Barça, à un moment, il y avait limite que Pedro qui faisait les appels. Sauf que le milieu, c'était pas Wijnaldum, Gay, Herrera ou autre. C'était Xavi, Iniesta, Busquets. Donc, du coup, dans les petits espaces, tu pouvais quand même faire des différences. Tu avais moins besoin d'un mec qui fait tout le temps des courses. Ça pouvait alterner ou autre. Et tu arrivais quand même Hmm. tellement facilement Mais dans le dernier tiers que bon, la question se posait un petit peu moins d'ouvrir l'espace finalement, parce que tu t'en sortais tout aussi bien dans les petits que dans les grands, quoi. Mais faut noter que ce Barça-là franchit un palier de 2009 à 2011 en ajoutant des joueurs de profondeur. Ah oui, bien sûr. Et que quand Villa arrive, il fait des courses. Quand Henry arrive, il fait Voilà. des Bah, même, courses. même, même Fabregas, quand il vient jouer, c'est un Il en Fabregas fait pas qui fait mal des aussi. courses dans la profondeur, tu vois. Ouais, ouais. Et que de manière générale, quand tu as très peu de gens qui font des courses et que tu joues tout dans les petits espaces, tu as des 7-0 et tu as des 0-0 parce que c'est finalement beaucoup plus difficile de Oui, t'en sortir à chaque fois quand tu comprimes vraiment le jeu sur 15 mètres carrés, quoi. puis le Barça jouait dans des petits espaces avec Iniesta, Busquets, Xavi, Bah, c'est ça. Daniel Alves, Jordi Alba. Là, tu le fais avec Gay, Danilo, Wijnaldum que j'aime beaucoup, mais voilà. Et C'est même ça. Hakimi Mendes que j'aime bien aussi, mais Hakimi Mendes en une touche, c'est pas Jordi Alba et Daniel Alves. Donc, Mais c'est le point de départ parce que c'est. Alors personne ne l'a jamais reproché, hein. On pourrait dire oui, il n'y a pas forcément toujours besoin des joueurs de profondeur, oui, c'est vrai. Mais c'est quand même mieux quand tu as le jeu qui n'est pas trop compressé, surtout quand tu as cette version-là de Neymar Messi. Si tu as les Neymar Messi d'il y a, je sais pas, 3 et 5 ans, peut-être bah, que même la question des milieux se poserait beaucoup moins. Bon, après, il faudrait que les équipes enfin que l'équipe puisse leur ramener le ballon jusqu'à eux, quoi. Ça serait un peu le truc. Neymar prenait la profondeur, hein, quand il était le lieutenant de Messi au Barça, hein. Il faut Ah revoir ouais. les matchs parce Oui, qu'il l'attaquait la profondeur. Et malheureusement, il le fait, enfin, il le fait plus. Et deux, Messi ne court plus. Mais même après avoir donné le ballon. Donc, faudra voir comment il va revenir. Il avait l'air d'être un peu gêné, mais il y a quand même ce truc d'équipe qui court pas assez. Et pas en sens de kilomètres parcourus, parce qu'on parle souvent de ça quand on parle des équipes qui courent pas. Genre le PSG est une des équipes qui court le moins en Europe, mais qui fait le moins de courses vers l'avant. Pour être plus précis. Il y a des mecs qui courent, mais ils courent un peu dans tous les sens. Mais pour avoir revu pas mal de matchs de Neymar à 17, 18, 19 ans, Messi pareil, quand il était jeune, il prenait la profondeur, hein. Le premier but de Messi en pro, il prend la profondeur, mais en général, il faisait les courses parce que Ronaldinho lui faisait des passes. Bon, réserve, c'est lui qui prenait la balle tout seul. Et Neymar, en finale la Coupe du Monde des clubs avec Santos, il court absolument partout, à la fois pour faire des appels, pour porter la balle, pour défendre comme un taré. Donc, il y a aussi une question physique. Si on revient un petit peu au match, Florent, qu'est-ce que tu as pensé du passage? Est-ce que pour toi ça influe ou pas sur le score? Parce que finalement, il n'y a pas d'influence sur le résultat à ce moment-là, puisque il y a le 2-1 pour Paris à la 39e et que le 2-2 est à la 92e. Mais du passage de Leimer côté droit, qui du coup enlève une force à Leipzig, qui ne change pas de système, hein, même si à la télévision je, française. je euh, croyais que tu allais me parler du passage de Leipzig en 4-4-2, justement. Ouais, Oui, oui, passage qui a eu lieu uniquement sur Canal+. Ça n'a jamais eu lieu, mais bon, c'est pas grave. Après tout, c'est juste reconnaître un système quand on est au stade. Mais du coup, qu'est-ce que tu as pensé du fait d'enlever Leimer du milieu de terrain pour le mettre sur le côté? Est-ce que ça a plus permis du coup au PSG d'avoir les occasions en seconde période, ou de manière générale, tu as l'impression que de tous les cas, le pressing de Leipzig était destiné à baisser un petit peu en intensité, comme c'était déjà le cas en fin de première? Alors, c'était sans doute destiné à s'étioler. On en a parlé pendant le match entre nous, et c'est vrai que passer Leimer à droite, tu perds quand même un gros joueur dans l'axe, mais c'est vrai que dans l'axe, l'entrée d'Aïdara n'a pas non plus été infamante. Il a gratté pas mal de ballons. Et moi, j'étais partisan de me dire, s'il le met à cet endroit-là, c'est qu'il n'a pas d'autre solution. Et c'est que Heinrich, qui est rentré en fin de match, avait peut-être pas les cannes pour jouer une mi-temps, quoi. Je pense pas que ce soit la sortie d'Orban un changement volontaire, quoi. En tout cas, j'espère. Parce que c'est vrai que si ça t'oblige à mettre Leimer à droite, tu perds pas mal dans l'axe. Je pense que Marche, à ce niveau-là, sur ce point-là, a plus subi les événements qu'autre chose. Mais c'est vrai que si tu perds Leimer dans le cœur du jeu, tu perds quand même pas mal de choses.
à la fois sans ballon, mais aussi avec, parce qu'il était quand même beaucoup moins impactant, je trouve, une fois qu'il est passé côté. Bon, c'est pas son poste, hein, faire des centres. Il l'a déjà fait, hein, il dépanne pour ça. Il Mais dépanne, ouais. c'est un mec qui sait à peu près jouer au foot, donc du coup, qui fait des centres d'un mec qui sait à peu près jouer au foot. C'est pas un gars qui a l'habitude C'est pas de Angelino. déborder. Et voilà, c'est pas Angelino qui fait ça tout le temps, donc du coup, qui sait faire inventer un peu des angles, etc., quoi. Raphaël, on va pas faire non plus ultra long, généralement on fait des épisodes entiers dédiés à Paris, là on compresse les deux clubs français, on est déjà à près d'une demi-heure. Est-ce qu'il y a des sujets qui t'intéressent plus particulièrement, des individualités d'un côté, de l'autre, qui soient finalement assez nouvelles, parce que là on répète souvent un peu les mêmes choses avec Paris, mais bon, c'est pas de notre faute. Il y a pas mal de choses qui, moi, peuvent m'intéresser. J'ai envie de savoir dans quelle direction tu vas partir. Oui, Bah, c'est ça que j'avais en tête, mais j'ai pas Non, voulu influencer. pour vous surprendre et mettre un peu de twist dans la recette, non, mais parler du très bon match de Marquinhos pour commencer positivement, parce qu'il est décisif sur le coup franc, corner ou coup franc, je ne sais Du pas. Corner, ouais. Corner où il dévie le ballon pour Wijnaldum. Puis il a été très bon dans la gestion de la profondeur, la gestion d'André Silva. Il a une super intervention en pleine surface alors qu'André Silva est en train de percuter. Il intervient fort et proprement. Voilà, il a encore été bon, Marquinhos. Et oui, en comparaison, Kimpembe qui fait des fautes, qui est bien heureux de finir avec qu'un seul carton jaune, là, parce que finalement, je me dis qu'entre les fautes qu'il fait pendant le match et la faute à la fin, où il écrase Nkunku, il aurait pu sortir. Non, Kimpembe Ça qui t'a fait inspiré des... quoi cette faute d'ailleurs sur l'aspect totalement visuel, etc. J'avais l'impression de voir un poney en rut défendre. C'était vraiment, il voulait escalader, il voulait grimper Nkunku, tu vois. Mais son intervention n'a pas trop de sens parce qu'en plus le ballon est encore loin d'arriver et il saute bien avant que le ballon lui arrive. Donc je sais pas, c'est toujours des moments de folie de Kimpembe en fait, qui lui coûte, hein, parce que c'est pas des lacunes tactique ou technique qui là lui coûte là-dessus, c'est de l'espèce de perte de contrôle il éteint la lumière en fait, hein. Ouais, voilà, c'est un peu ça. Moment, Autant avec ballon il y a des trucs qui pourraient améliorer un peu parce qu'il est un peu prévisible, il fait un peu tout le temps la même chose, mais défensivement là c'est pas une mauvaise gestion il est pas mal positionné, il est pas mal placé, il intervient avec beaucoup trop de force, avec beaucoup trop de panique, et c'est ça qui est un peu frustrant parce que c'est des erreurs comme dit Flo, de déconnexion mentale, quoi. Et ça, c'est quand même un truc qui coûte cher et qui lui a coûté cher plusieurs fois. Donc c'est surtout quand tu fais la comparaison avec Marquinhos sur un match comme ça. Et c'est vrai que ça, c'est le genre de choses. Moi, je sais pas pourquoi, je sais pas si je m'y intéresse plus particulièrement en ce moment, mais je l'ai pas mal remarqué parce qu'il y a beaucoup de défenseurs qui sont généralement bons, qui ont eu des matchs totalement ratés. Il y a eu Upamecano en équipe de France sur le 5-0 et ou en équipe de France aussi. Il y a eu Maguire. Alors même si depuis son retour de blessure, il n'y en a pas eu qu'un. C'est contre Leicester où Maguire est sur tous les buts et il est vraiment cataclysmique, mais c'est difficile de jouer. David Luiz était un peu comme ça, hein. David Luiz c'était vraiment parce que David Luiz il fait quand même des saisons incroyables. La saison qu'il fait à Chelsea où ils sont champions avec Conte, là il gère la défense, il est très très bon avec et sans ballon, et puis par ailleurs il fait des matchs où tu te dis mais comment ce gars est passé pro. C'est ça qui est un peu particulier sur ces joueurs-là. Ça se voit plus évidemment à leur poste qu'à d'autres, parce qu'il y a des mecs qui font des erreurs bêtes plus haut sur le terrain et tu le payes pas. Mais oui, il y a des joueurs comme ça, c'est vraiment rare. Enfin, c'est rare et c'est toujours étonnant. Oui, et du coup, c'est vrai que ça crée des débats un peu clivants. Enfin, tu vois, tu me dis Upamecano, est-ce que c'est très grand défenseur ou pas? Je vais faire, sur 3 matchs sur 10, c'est le meilleur défenseur du monde. Sur 5 sur 10, c'est un très très bon défenseur. Et les deux autres, ils jouent niveau Ligue 2, quoi, tu vois. Niveau Ligue 2 national et gestion de l'erreur et tout, très compliqué, quoi. En gros, il en fait une et derrière, il a tendance à plonger. Et qui me met un peu ce côté-là, donc tu sais jamais trop, quoi. Tu dis, putain, si ça tombe sur le mauvais match, s'il fait ça en quart ou en demi de Ligue des Champions, ça peut coûter 2 buts, quoi. Donc, mais c'est pour ça, et c'est pas pour parler d'un club que j'apprécie particulièrement, mais c'est pour ça que Van Dijk est particulier quand même. Est-ce que vous vous souvenez d'un match où Van Dijk fait plus et fait déjà une dinguerie? Non, je me souviens d'un match, mais je sais même plus lequel, où il était pas excellent, genre il est un plus ou moins coupable sur un but, et tu fais, ah putain, c'est bon, je l'ai vu, le match où il était coupable sur un but. Non, mais c'est rare de sortir d'un match. Et Marquinhos a un peu ce truc-là aussi, quand même, de plus en plus, je trouve. Et Thiago Silva l'avait aussi, même s'il avait d'autres limites, mais Thiago Silva l'avait aussi, ce truc-là de... ils perdent jamais le fil d'un match, en fait. Les mecs t'assurent un 8 sur 10 chaque semaine. Et ça, c'est quand même pas mal pour des défenseurs centraux. Et j'allais dire Jules Koundé pour faire plaisir à Flo, mais c'est pas vraiment vrai. C'est un peu tôt pour lui, mais c'était plus. Non, et puis en ce moment,
C'est En un ce peu moment, compliqué en ce moment c'est aussi. un peu moins bien. Mais fais pas Ça la fait une. transition tout de suite. Ah, mince, ça, je voulais. Non, parce que j'ai envie de lancer Florent quand même, qui parle Ok. un petit peu moins que toi. Pardon. Florent, est-ce que tu as un truc à mettre en exergue? Alors, si ça se trouve, tu vas me dire non, et du coup, j'aurais fait une fausse transition pour rien, une fausse queue. Mais, Non, mais j'étais prêt en fait à t'offrir la transition sur un plateau en parlant de Reinildo et de sa deuxième mi-temps hier face au FC Séville. Parce que en fait, Kimpembe, dans ses sorties, quand il sort très vite, très fort, et qui prend l'action. J'ai pas revu le ralenti, mais je me suis posé la question s'il aurait pu prendre 2 cartons jaunes sur l'action où il sort très fort 2 fois d'affilée sur Ouais, mais des joueurs de Leipzig au milieu de terrain. il Mais finalement, il en a un. y a pas de cumul des mandats, Flo, mais il aurait pu. Ouais, c'est ça. Je me suis vraiment posé la question. mais Parce d'ailleurs, que c'est déjà justement, arrivé que des mecs fassent une énorme faute et ils savent qu'ils vont avoir jaune, donc du coup, derrière, ils se lâchent un peu sur le reste de l'action une fois que ouais, l'avantage est laissé, quoi. c'est pas C'est faux. déjà arrivé. C'est peut-être ce qui est arrivé sur ce coup. Mais toujours est-il que, en fait, dans sa manière de défendre, il me fait penser à ce qu'a fait Reinildo hier face à Séville. Sauf que hier, Reinildo était in the zone, c'est-à-dire il faisait des interventions, mais absolument improbables, complètement folles. Il doit en faire 4 ou 5 en deuxième mi-temps où tu te dis, il tape 2 centimètres à côté, il y a carton rouge, quoi. Ou il y a penalty, ou il y a une catastrophe. Et il sort une deuxième mi-temps incroyable, mais tu te dis que ça tient à un fil, et Kimpembe, c'est souvent comme ça aussi. Et ben du coup, c'est sur cette roulette russe que l'on va basculer. Je vais couper la parole à Raphaël. Là, ça fait 2 transitions, 9 saisons de vue du banc. On voit qu'à force, les passes décisives sont maîtrisées. On bascule sur Séville-Lille. Victoire 2-1 du LOSC, but de Ocampos pour Séville. Égalisation de David sur penalty et but décisif de Ikoné à la 51e. Là, j'enchaîne directement sur les compos. Côté Séville, Bono, Bounou, selon comme on veut dans les buts. En défense, Navas, Koundé, Diego Carlos Acuna, Fernando Delaney devant la défense. Souzo, Oliver Torres, Ocampo, 5 cran plus haut, même si bon, Torres 10, mais qui est parfois reculé, et Rafa Mir en pointe, et côté Lillois, là aussi un système assez classique, Gervich dans les buts, Selic, Font, Diallo, Reinildo derrière, Ikoné, André, Sanchez, Bamba au milieu, et David Ouéa devant, avec à chaque fois de droite à gauche évidemment, car contrairement à Raphaël, je lis dans le bon ordre. Raphaël, je t'ai coupé la parole, je t'ai coupé la chic, du coup je te la redonne pour parler de ce match entre Séville et Lille. Est-ce que tu as été content de voir Lille jouer? Parce que souvent, on n'est pas ultra enthousiaste, que ce soit devant les matchs de Paris ou de Lille. Hein, finalement, on est presque plus enthousiaste devant la Ligue Europa. Est-ce que ce match-là t'a plu ou pas? Moi, j'ai eu un peu de mal à rentrer dedans, je t'avoue, même si les valeurs de combativité, de courage, parfois d'intelligence tactique de Lille en seconde période étaient quand même à souligner. Non, mais oui, déjà, ça, c'est quand même un aspect cool de ce match-là, parce que c'était quand même un match bascule pour les deux équipes. Et j'ai trouvé qu'il y avait quand même cette tension du grand match, enfin, du grand match, pas par la qualité, mais par l'importance du grand match de Ligue des Champions. Et notamment en deuxième période. La deuxième période de ce Séville-Lille, et je dirais pas qu'elle est fun, mais elle est tendue. Il y a une ambiance où tu sens que les deux coachs sont vraiment stressé parce que tu sais que si tu le perds celui-là, tu peux quand même te dire que ça va être très compliqué de suivre sur les deux matchs suivants. Et vraiment, Lille, sur cet aspect-là, je trouve que Lille a rivalisé. Tu vois, et ce que disait Flo sur Renildo, finalement, est un peu le symbole de ça. C'est-à-dire que sur cette idée d'intensité et de capacité à répondre à ce que Séville proposait en mettant peut-être moins de qualité collective et technique, mais au moins ce don-là pour aller gagner ces duels-là et se projeter vite vers l'avant, Lille a été bon. Et puis il y a quand même un truc qui fait plaisir particulièrement, c'est de voir Jonathan Ikoné faire un bon match. Parce que c'est un joueur qui est capable d'être délicieux, mais qui ne l'est pas assez souvent. Et j'ai l'impression que tous les 2-3 mois, on lit un peu le même article sur le trou d'air d'Ikoné. Sachant que c'est souvent moi qui les écris. En tout cas, moi, je l'ai souvent écrit. Et là, l'AFP m'a appelé en urgence aujourd'hui pour me dire il connaît enfin le déclic, point d'interrogation. Donc j'ai écrit ça en urgence ce matin. Mais non, mais parce qu'il a vraiment des super qualités. C'est un très beau joueur de foot. Il a une belle conduite de balle. Il a une qualité de passe. Il est capable de voir le jeu, capable de bien frapper. Et là, il fait un beau match. Bamba aussi de l'autre côté. Joe David est sur sa lancée. Ça, c'était plutôt cool. Avec un Renato Sanchez qui a toujours ses éclairs. Donc ouais, sur cet aspect-là, c'était cool. Après, on va pas se mentir, c'est toujours la poule, je pense, la plus faiblarde de la Ligue des Champions. Peut-être en concours avec celle de l'Ajax, même si l'Ajax est tellement au-dessus que c'est... Non. Mais si t'enlèves l'Ajax... Ouais, même. Parce qu'il y a quand même Beşiktaş dans la poule. Ouais, c'est vrai. Mais bon, voilà. sur le niveau médian quand même. Non, mais en tout cas, j'ai trouvé que Lille n'avait pas été moins bon ou moins fun que Séville.
Mais après, Séville n'est pas l'équipe la plus fun. Donc ça fait plaisir de voir Lille gagner. En fait, j'étais content parce que Lille méritait au moins de gagner un match sur toutes les performances relativement positives qu'ils avaient pu faire avec Galtier ou Gourvenec et qui n'avaient pas été récompensées jusque-là. Florent, avant de passer à cette deuxième mi-temps fun et à refaire un mini point Renildo. Oui. Je n'ai pas vu la première mi-temps, moi. Je suis arrivé pour la deuxième. C'est vrai que Donc, tu n'as pas eu le je temps vais de avoir du rattraper. mal à en parler. En Donc, revanche, du coup, juste pour parle-nous de la rebondir, deuxième mi-temps. Oui, vas-y, Juste- rebondis sur ce que tu mais veux, ju- écoute. voilà, juste pour rebondir sur ce que disait Raphaël sur le fait de sentir en effet la tension dans le match et le scénario, voilà, Ligue des Champions avec des équipes qui jouent tout. Ce que j'ai trouvé très intéressant aussi, c'est que les Lillois étaient beaucoup moins énervés que les Sévillans. Pour une équipe qui a pourtant beaucoup moins d'expérience, c'était quand même assez marquant. Sur toute la deuxième, alors je sais pas quel est l'impact des deux coachs sur le banc, mais Lopetegui était très excité. Gourvenec avait pas l'air de l'être. Et Gourvenec ça, est c'est... rarement excité. On va pas se Oui, mentir. en même temps, c'est vrai que lui, de 0 à 10, c'est moins ample que Ouais. le 0 à 10 de Lopetegui. On va Ou dire. alors il est que entre 4 et 6, il n'a pas d'autres vitesses Ouais, voilà, sur son c'est truc ça. et que du coup, voilà, il maîtrise pas encore le reste de la palette. C'est ça, c'est pas impossible. Mais c'est vrai que sur ce match-là, les Lillois étaient quand même beaucoup moins énervés que les Sévillans qui étaient à deux doigts de péter les câbles dès la 50e minute, quoi. À partir du moment où Lille repasse devant, c'était vraiment la panique chez eux. Et ça, c'est pas forcément très banal qu'un club français ou que des joueurs d'un club français se retrouvent dans une situation où ils sont plus calmes que leurs adversaires quand c'est ce genre de match-là à couteau tiré. Après, il Voilà. l'avait déjà été sur leur parcours de champion de France, je trouve, Flo, tu vois. Il y avait des matchs où ils Oui, avaient oui, oui. réussi à gérer ça, notamment contre Lyon, par exemple, où ils avaient été Non, bons mais sur cet aspect-là. Donc, ça oui, tout c'est à plutôt fait, mais que Séville se rate, oui, c'est vrai. c'est ça. Le fait que Séville panique aussi rapidement. Et après, ouais, sur la deuxième mi-temps, j'ai déjà parlé de l'entrée en jeu, enfin, pas l'entrée en jeu, mais de la perte de Renildo à gauche. J'ai trouvé aussi Diallo très bon dans la défense de la surface. Il a renvoyé énormément de centres de Séville qui insistaient beaucoup en fin de match sur les centres quand ils ont fait rentrer Nesiri notamment. C'est souvent Diallo qui a pris ses ballons dans la surface de réparation. Et évidemment Renato Sanchez qui j'ai très mal vécu sa sortie personnellement. En tout cas, Lui C'est aussi. vrai que ça fait un peu le truc sorti de Riquelme face à l'Allemagne, quoi. c'est ça. Tu as fait Et le même lui aussi, profil, mais comme tu dis putain, ils vont perdre la maîtrise du truc et ça va être terminé. Tu auras plus de joueurs pour refaire la différence si tu dois remarquer derrière, quoi. c'est ça. En fait, quand le changement s'est fait, je me suis dit bon bah il va. Alors je sais plus quel est le double changement qui est opéré à ce moment-là, C'est mais Onana qui rentre à la 75e à la place de Sanchez, et 3 minutes plus tôt, Yazice avait remplacé Timothy Weah, Flo. Et il y a ouais c'est ça. Sheka En en fait, toute fin de match pour David, ou là pour vraiment bétonner. ça pour bétonner. Ouais. En fait, moi, je m'attendais quand le gars nous dit c'est Onana qui va entrer en jeu, je me dis bah c'est Ikoné ou Bamba qui vont sortir et puis Sanchez va passer sur un côté comme il a déjà fait et on va finir avec Onana André dans l'axe et Sanchez côté. Et finalement, ouais, j'ai été très surpris de voir Sanchez sortir. Les Sévillans aussi d'ailleurs, mais eux étaient très contents puisqu'il y a eu du chambrage, je crois, parce qu'il est passé, Ouais. il est passé à côté du banc de Séville. Mais ouais, son match, en tout cas sa deuxième mi-temps à lui, dans la protection de balle, ce qui fait à l'origine du but de Séville, c'est du très très haut niveau. De Lille, tu veux dire. Oui, pardon, de Lille, sur le but conclu par Ikoné, après je ne sais plus combien de tirs dans la surface de Ouais, réparation. après un rebond offensif, après le tir sur le poteau de Zeki Selik. C'est ça. Mais ce qu'il fait au départ, où je sais plus quel est le joueur à qui il met un vent, il met un coup de cul, il se retourne et il met une passe progressive qui permet de lancer un joueur côté gauche, joueur qui va centrer et qui va amener l'action. Bah voilà, c'est tout bête. Et ce qui est très frustrant, c'est que quand on a vu les replays de cette action-là, quand vous voyez les replays de ce but, vous voyez pas ce que fait Renato au départ parce que l'action, elle est lancé au moment du décalage en fait et au moment où le joueur est lancé côté gauche. Donc c'est ce truc là très précis qui fait pour moi 40-50% de l'action. Et ben c'est dommage, c'est rarement dans les résumés de cette rencontre. Absolument. Et d'ailleurs, chose à noter, parce que c'est pas forcément le cas de beaucoup d'équipes qui affrontent Séville, parce que Séville a le ballon et éteint les équipes adverses, mais Lille a plus tiré que Séville. Et Oui. 12 tirs à 11. Alors il y a cette action où il doit y avoir 2-3 tirs quand même, qui fausse un peu la donne. Mais après, Séville ne tire jamais beaucoup non plus. Enfin, il faudra qu'on en parle de Séville, mais leur secteur offensif donne vraiment envie de se suicider. Oui, bah Raphaël, juste avant de parler de l'attaque de Séville, il y a quand même ce match-là a été peut-être le plus proche par rapport aux expected goals, puisque tu disais que Lille avait plus tiré. Lille se crée 1,97 expected goals pour marquer 2 buts, et Séville est à 1,04 expected goals
pour un but marqué. Donc on est loin de certains matchs du PSG cette saison en Ligue des Champions comme en championnat. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que alors certes Lille a eu ce penalty en première mi-temps, mais ce qui est intéressant aussi, c'est que Lille a battu, même si c'est d'assez peu, c'est de 0,25, mais Lille s'est créé plus d'occasions dans le jeu aussi que le FC Séville, puisqu'ils ont fini à 1 XG et le FC Séville n'a fini qu'à 0,75. Voilà, ça permet de nous lancer pour parler de cette merveilleuse équipe de Lopetegui. Je complète les stats que Flo vient de citer en parlant des dribbles réussis des deux côtés. Les joueurs offensifs de Séville ont réussi 3 dribbles, un pour Ocampos, un pour Torres, un pour Suso. Du côté de Lille, Bamba a réussi 5 dribbles, il connaît 5 dribbles, David 1 dribble, Sanchez 2, André 1, Selic 3. Les autres joueurs de Séville qui ont réussi des dribbles, c'est Fernando 3 et Johan Jordan 1, avec quand même à noter ces magnifiques changements. Johan Jordan, Youssef Ennesseri, Eric Lamela, Gonzalo Montiel et Mounir El Haddadi qui entrent pour faire la différence sur un match de la Ligue des Champions en deuxième période. C'est là qu'on voit qu'on n'a pas la même appréciation de ces joueurs-là, parce que je trouve pas du tout ça indigne. J'aime bien Johan Jordan, mais les autres m'embêtent un peu. Notamment... pour moi, Johan Jordan est meilleur que Delaney. D'ailleurs, je sais pas si c'est lui qui se fait embrouiller sur Renato Sanchez, mais son match, j'ai quand même pas mal de difficultés avec ce joueur, à part quand il joue en sélection danoise. Mais tu vois, Ennesseri, c'est 18 buts, je crois, la saison dernière en Liga, et quasiment tous dans le jeu. Ce qui est un énorme total. Bon, là, mais là, je suis pas très fan du joueur. Montiel rentre parce que Navas s'est blessé. C'est un bon petit joueur de foot à ce niveau-là, quoi. Pour un latéral, tu vois, c'est pas forcément moins bon qu'Acuna à gauche. Non, en plus, Ennesseri, il avait marqué plein de buts en Ligue des Champions la saison passée. Mais je sais pas pourquoi. Pour moi, c'est des joueurs auxquels je ne crois pas en fait à ce niveau de compétition. Mais c'est qu'en fait, vraie question, c'est pas pour lancer un débat, mais qu'est-ce que tu entends par ce niveau de compétition, dans le sens où c'est pour moi plus difficile de gagner la C3 que de sortir d'une poule de C1 avec Lille, Salzbourg. Oui, non, mais je suis d'accord. C'est pour ça que je sais pas. Il y a un contexte, il y a une tension, un niveau technique attendu. Je sais pas si les équipes défendent de manière plus organisée ou accordent plus d'importance aux matchs de poule de Ligue des Champions qu'aux poules de Ligue Europa. Ouais, est-ce que c'est un match de poule de Ligue des Champions tendu comme ça et plus dur qu'un quart de Ligue Europa? Je sais pas. Parce que la même équipe défonce Rennes l'an dernier et joue la première place de poule jusqu'au dernier moment face à Chelsea domine Dortmund et se fait sortir parce que Haaland est injouable, quoi. Mais déjà à l'époque, j'aimais pas leurs attaquants. Hein. C'était à part Ocampos qui faisait une bonne saison, tu vois. C'est des joueurs qui, pour moi, quand collectivement t'arrives pas à prendre le dessus, sont pas capables de faire des différences. Et malheureusement, en Ligue des Champions, il te faut ces joueurs-là, tu vois. Et la dernière fois, j'avais dit je préfère les offensifs de Lille que les offensifs de Séville, et vous n'étiez pas trop d'accord, ce que je peux entendre. Je suis toujours pas d'accord, d'ailleurs. Oui, non, Séville est co-leader de Liga, un match en moins que la Real, et Lille est 12e. Je dis pas que j'ai raison, mais dans un contexte où il faut improviser, je préfère avoir Iconé, Renato Sanchez et Jonathan David que les mecs que Séville a. Même si Renato Sanchez, c'est pas vraiment un offensif. Oui, si tu me dis Renato Sanchez dans l'entrejeu, là, clairement, Renato Sanchez, là, en tout cas, et le même qui avait face à Paris, où il est monstrueux, d'ailleurs, j'ai écrit là-dessus, pour le banquer sur Copa Arena, en tout cas sa première heure de jeu. D'ailleurs, c'est plaisir de le revoir à son poste, parce qu'il était exilé, soit deuxième attaquant, soit ailier droit, depuis son retour de blessure. Ça, c'est clair que c'est autre chose que Delaney. Bon, Fernando, c'est pas le même rôle, mais qu'Oliver Torres qui joue un cran plus haut, enfin bref, tous les mecs qui peuvent occuper l'entrejeu du côté de Séville. Après, ça marche aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire que les défenseurs de Lille ont, pour la majorité, été très bons aussi sur ce match, dans les 1 contre 1. C'est-à-dire que le 4-4-2 s'articulait très bien pour empêcher Séville de profiter d'une supériorité numérique au milieu de terrain. Il y a eu une très bonne prise en charge de Fernando, en tout cas c'est ce que j'ai aperçu en début de deuxième mi-temps, quand Lille est sorti un peu plus haut pour aller presser, où ça ne laissait, c'est-à-dire que c'était un marquage qui alternait, c'est-à-dire une fois c'était David qui était dessus, puis David sortait sur le défenseur, donc c'était on coupait la ligne de passe vers Fernando, et puis si on montait le bloc, c'était André ou Renato qui sortait sur Fernando pour le récupérer en fonction de la position du ballon. Enfin bref, le genre de truc que Lille faisait très bien l'an dernier et qu'ils ont bien su faire. Et à partir du moment où t'annulais l'endroit où Séville pouvait avoir une supériorité numérique, c'est là en effet, Raphaël, que normalement on aurait dû voir des Sévillans capables de prendre le dessus, de gagner des 1 contre 1, de prendre de la vitesse dans la profondeur, les défenseurs sur du jeu plus direct. Et c'est vrai que ça, on l'a quasiment pas vu du match. En fait, tu vois, ce qui me dérange, bon, ça me dérange pas, ils font ce qu'ils veulent, je vais dormir quand même, mais ce qui me plaît moins à Séville, Christophe, par rapport à quelques années, c'est que je trouve que Banega et Ben Yedder, c'était bien plus fort que ce qu'ils ont aujourd'hui. Et alors oui, ils rivalisent en tête de la Liga avec les autres équipes, mais est-ce que c'est pas juste parce que le Real et le Barça sont moins forts qu'avant ?
Et l'Atlético Non, mais le aussi, pire, tu c'est que vois. je te suis à moitié sur une Je partie veux du dire, constat, là, hein. j'aime bien Monchi, il fait un taf énorme, hein, mais quand tu remplaces petit à petit des Banega et Ben Yedder par les joueurs qu'on voit là, le Delaney Fernando en Ligue des Champions, après, il y avait John Jordan sur le banc, qui est un bon joueur, il y a Rakitic qui est cramé, donc il arrive, et en théorie, tu dis pourquoi pas, mais il a plus son niveau. Mais je trouve que tu vois, Banega dans un match comme ça, je pense qu'il change le match. Ah oui, totalement, Et mais Ben c'est pour moi Yedder la aussi, clé, en fait, hein. parce que Ben Yedder aussi, dans les petits espaces, il fait des trucs qu'aucun autre Sévillan n'est capable de faire sur ce match-là. Il faut qu'il réussisse à convaincre TJ Savanier. Ah, putain, ça C'est tout. serait beau, ça serait... Ah, tu vois, Après, même. là, Monchi, il est parti sur un truc qui est, on a Navas qui fait des centres et on met des attaquants de surface. Et sur le reste du truc, on a des ailiers T'as pas qui pour- rentrent intérieur et qui frappent ou qui centrent au deuxième poteau. Et puis un milieu peu créatif, compensé par Koundé qui va lui apporter mais, cette créativité balle au pied, même s'il monte beaucoup mais moins je cette pense que saison que la précédente, quoi. mais c'est très bien pour la Ligue Europa, et par contre, en Ligue des Champions, je trouve que tu atteins tes limites à chaque fois. Oui, non, c'est bien possible. Mais je suis encore plus frustré que vous du niveau de Séville, parce que du coup, je préfère cette équipe, donc toi, t'es pas déçu. Moi, quand je vois Séville faire un mauvais match, Mais enfin, les matchs de ce niveau-là, ça me gonfle en plus parce que c'est pas le vrai niveau de cette équipe, mais là, ça fait 4 matchs, 4 mauvais matchs de Ligue des Champions. au-delà du Donc s'ils niveau, sont devant, c'est logique. c'est le manque de créativité, même au-delà du niveau, tu vois. Parce qu'ils ressortent toujours les ballons proprement, ils savent presser, tu vois, toutes ces choses-là, ils les perdent pas. Mais on regarde aussi la Ligue des Champions pour voir des mecs comme Sanchez, comme Ikoné faire des matchs de ce niveau, de cette créativité-là et de cette inventivité-là. Même s'il connaît, heureusement qu'il met son deuxième but. Disons, s'il met pas son deuxième but, on va se rappeler qu'il fait une conduite de balle ou limite il se l'amène dans le mauvais Ah oui, sens non, mais quand il veut partir sur le but. C'est-à-dire, il y a des moi moments où il vous qui rend fou, aime hein. adorer Ikoné, c'est pas. Il y a eu du bon, il y a eu de l'activité. J'ai plus ça sous les yeux, mais ayant fait un article sur lui tout à l'heure, j'ai revu toutes ses actions, ses tacles, etc. Il y a de la vraie combativité, mais c'est même pas encore le meilleur Ikoné qui jouait numéro 10 et qui permutait avec Pépé les deux Non, ouais. gauchers, un coup à droite, un coup dans l'axe, dans le 4-2-3-1, quoi. Non, mais je suis d'accord, il y a des moments où il est toujours frustrant, Ikoné, mais bon, il est quand même là. Ce qui est bien, c'est qu'avant, enfin, quand il était pas bien, il était transparent, et là, dans un match où il est pas au meilleur niveau, mais il est bon, il est quand même à 4 tirs, une occasion créée, 5 dribbles réussis, tu vois. Et ça, c'est quand même un Ikoné qui est plus fun que le Ikoné un peu fantomatique des derniers mois. D'ailleurs, est-ce que tu sais la dernière fois où Ikoné avait été décisif? Ouf. Alors, je vais pas tricher. Dernière fois où il est décisif, bah, déjà, il faudrait qu'il joue. Ça doit être je sais pas, je dirais en mars 2021. Non, quand même pas. Mais il avait marqué un but sur le premier match de la saison face à Ah, Metz, le 3-3 en rentrant en jeu, et depuis, pas de but, pas de passe décisive. Donc, mais Gourvenec, après le match, dit qu'il fait un bon début de saison et tout. Et c'est vrai que sur certains plans, occasion créée par la passe, etc., il fait ses records depuis qu'il est à Lille. Maintenant, il a 36% de dribbles réussis cette saison en Ligue 1. Et il fait aucune stat, ce qui pour un ailier est quand même assez compliqué, quoi, finalement. Enfin, déjà que Bamba est quand même plutôt un mec de défense, alors même s'il peut revenir et frapper, hein, c'est plutôt un mec qui verrouille son couloir. Si t'as deux ailiers qui font juste verrouiller leur couloir, bon, au bout d'un moment. Ouais, après le problème de stats d'Ikoné, c'est quelque chose qu'il traîne depuis très 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 longtemps. surtout à devant ses le but, débuts, c'était une des premières choses qui transparaissait dans sa possible marge de progression. C'était en effet technique de frappe, finition devant le but, les choix, les dernières passes, etc., quoi. Oui, ça c'est un truc que tu avais un petit peu étudié à l'époque, et c'est vrai que là-dessus, il s'est pas forcément amélioré. On lui a demandé d'être un peu plus instinctif dans la frappe, mais au niveau des fondamentaux, c'est pas parfait. Je sens que les passes décisives, c'est un peu conditionné au partenaire. Il a eu quelques pics. Là, encore une fois, il a 0, mais il en fait. Normalement, je crois qu'il devrait être plus ou moins vers les 2 expected assists, donc il n'est pas forcément bien payé, quoi. Après, quand tu vois les progressions de mecs comme Nkunku ou Jérémy Boga, tu vois, je ne désespère pas de voir Ikoné progresser là-dessus. Peut-être qu'il faudra changer de contexte, je ne sais pas. Mais Boga a 1 an de plus et il marque 10 buts en carrière, puis après, Sassuolo, il claque une saison à 11 buts. Tu vois. Donc, hope for Jorko. Absolument. Qu'est-ce que tu penses, Raphaël, de Timothy Weah? Je sais pas si t'en as Non, déjà mais pour parlé. moi, il y a notre ami, elle est sur l'ami de Flo, parce que Flo le connaît encore mieux que nous, Mathias Edwards, qui a posté un tweet, je crois, l'énigme Timothy Weah. Donc je sais pas, pour moi c'est vraiment une énigme. Et en fait, c'est un peu mon Martin Terrier lillois, Timothy Weah, sauf que Martin Terrier m'a fait taire depuis. Mais je comprends pas. En fait, là, il fait encore un match où j'ai rien de négatif ou de positif à dire sur lui, en fait. Oui. Mais vraiment, je peux pas rebondir là-dessus. Je sais pas, en fait, il court, il fait des efforts, mais avec ballon, je sais pas quelles sont ni ses qualités, ni ses lacunes, en fait. C'est-à-dire que je le trouve pas mauvais techniquement, mais il y a rien de brillant non plus.
pour l'instant. Je ne sais pas si c'est une question de poste. Est-ce que c'est un ailier ou un attaquant axial? Lui-même ne le sait pas, je pense. Mais sur le côté, c'est pas Mais défini en fait. Il est suffisamment bon tous les deux. Même son coach doit pas savoir exactement bah où le oui, c'est mettre. ça. Et je sais pas. Franchement, c'est un cas très très intéressant et très très curieux parce que tu te dis qu'il est jamais mauvais, mais qu'il est jamais très bon non plus. D'ailleurs, je suis en train de chercher ses stats pour voir la comparaison, par exemple, avec un joueur comme Ikoné qui lui est beaucoup plus impactant visuellement. Sachant que le truc de Wea, c'est il prend la profondeur, quoi. C'est Et le tu gros vois, truc, il court, il prend la profondeur, et c'est un truc, bah, on en revient à ce qu'on disait sur Paris, hein, mais parfois, juste avoir un mec qui court, qui fait les appels, qui ouvre le terrain pour d'autres, c'est parfois plus utile parce que dans un ouais. match, tu fais 2 minutes avec ballon et 88 minutes sans, quoi. Et Donc, tu vois, c'est pareil, j'ai l'impression qu'il joue tout le temps, Wea, mais parce qu'en fait, il rentre tout le temps. L'an dernier, il fait 7 oui. titularisations, 21 entrées en jeu, 870 minutes seulement, alors j'ai l'impression qu'il était là tout le temps. Donc Ouais, mais c'est franchement, parce je qu'à suis chaque très. fois qu'il est là, tu le vois, parce que justement, tu essaies de savoir quoi dire sur lui, mais tu ne sais pas. Donc, des mecs qu'on ne voit pas et qu'on n'arrive pas à juger, c'est que celui que tu essaies le plus de juger. Parce que tu essaies de comprendre. Bah ouais, non, non, mais il y a pas tellement de joueurs comme ça, mais lui en est vraiment un, tu vois. Alors que je trouve que tous les autres attaquants de Lille, tu sais à peu près ce qu'ils font. Oui, Et et lui, ce je ne qu'ils ne sais font pas. pas. Ouais. D'ailleurs, c'est amusant, Florent. Je sais pas si c'est symptomatique, si c'est un hasard ou autre, mais tu parlais tout à l'heure, je crois que c'était toi, du calme lillois, de la gestion. Ouais. Ce qui est d'ailleurs assez intéressant parce que, pour le coup, Lille a joué comme une équipe ayant une culture européenne, alors que pas du tout. Sans vouloir être méchant, dans l'histoire de ce club, limite ton grand moment, c'est un huitième de finale de Ligue des Champions 2006-2007. Face à Manchester United. Mais bon, t'as pas eu de grand parcours, comme même Bordeaux a pu en avoir dans une histoire assez récente, etc. Alors que Séville gagne ses Ligues Europa par wagon et que ces mecs-là sont habitués à gagner. Pourtant, Lille a vraiment géré son truc en patron. Première victoire en Ligue des Mm. Champions depuis 10 ans. Et il n'y avait pas Burak Yilmaz sur le terrain, qui est le mec qui te Ouais. motive, qui est ultra chaud, Mais mais est-ce qui a que. cette expérience. Mais du coup, tu vois, est-ce que justement, t'étais plus calme, quoi. Tu vois, je sais pas à quel point Ouais, c'était bien de l'avoir ou de sur le pas terrain l'avoir. parfois, et de là de pas l'avoir du coup, parce que t'avais pas besoin d'être Ouais. déjà motivé, parce que genre Renildo, si t'avais quelqu'un pour le pumper encore plus, il aurait tué quelqu'un, quoi, parce qu'il était trop à fond, quoi. C'est vrai. Non, c'est vrai, et c'est vrai que tu peux te poser la question de ce qu'aurait donné le même match avec Bourak devant, où il t'aurait apporté certaines choses, et il aurait peut-être fini de faire péter des plombs aux Sévillans, c'est possible aussi. Même si je pense que si Renato finit le match, je serais pas surpris qu'il en ait énervé 2 ou 3 autres de plus, parce qu'ils étaient vraiment chauds sur lui, j'avais l'impression. Même Bamba avec Montiel en fin de match, alors que Montiel vient juste d'entrer en jeu et normalement assez frais de ce point de vue-là. C'était assez chaud entre les deux, mais Bamba a pas bougé et pas monté dans les tours. Après, Montiel et Euh, Acuna, j'ai l'impression qu'ils sont pas très pisses, hein. Ils m'ont l'air un oui, petit peu énervés. c'est pas faux, c'est pas faux, c'est pas faux. En même temps, si on fait l'addition de tous les mecs pas très pisses côté Séville, il y en avait pas mal sur le terrain finalement, hein. Des mecs qui peuvent vriller assez vite. Ouais, c'est C'était pas faux, hein. Ocampos aussi un peu plus haut. Enfin Bah, bref. les Argentins, Euh, déjà, voilà, quoi. On est quand même voilà. sur une thématique commune, plus Diego Carlos, Fernando, les Brésiliens. Enfin, faut regarder quand même le Ouais. foot sud-américain pour comprendre que parfois là-bas, c'est un petit peu Grupo Chiesa et compagnie, quoi. Ça se dit quand même Vous, des taquets. vous iriez vous battre avec Acuna ou pas? Non, parce Non. que c'est un cube, quoi. Il est pas hyper grand, mais t'en fais pas le tour. D'ailleurs, je sais plus qui, à un moment, enfin, il va sur un duel à l'épaule et en fait, il y a un problème, quoi. Je crois que c'est Selic. Je crois que c'est Selic qui va au duel à l'épaule et en fait, ça ne peut pas bien se Pour passer. moi, il a un peu la constitution des engins qui font les courses de caisse à savon là, sur la chaîne L'équipe. Qu'il a un peu bâti de la même forme. Sachant que les caisses à savon peuvent prendre plusieurs formes, hein, donc Ouais, c'est. mais une caisse, vraiment, une caisse, tu vois. Le Hmm. mot caisse est important. Mais du coup, ouais, Florent, pour revenir à ce qu'on disait, c'est bien. En fait, il te manquait ton élément avec le plus d'expérience, même si Fontana aussi, hein, mais Braque a joué plus de matchs européens. Et finalement, t'as su être mûr, quoi. Donc, Ouais. c'est Et plutôt pas mal. je pense que ça va peut-être un peu joué de pas avoir un Bourak qui s'énerve sur tous les coups de sifflet ou Qui est pas hors qui peut jeu. s'énerver très facilement. Ouais. Au-delà du fait d'être hors jeu, c'est vrai qu'il y a quelque chose qu'on avait regretté du premier match, c'était ces Lillois qui étaient toujours hors jeu sur les remontées de Séville, si vous vous rappelez. Mm. Ah Et oui, sur on ce s'en rappelle. match-là, je crois qu'il y en a eu beaucoup moins. Alors, je suis pas allé voir le nombre de hors-jeu sur ce match-là, mais je suis quasi certain qu'il y en a eu beaucoup moins. Et du coup, bah, ça jouait un petit peu quand même. Et autre chose que j'ai noté aussi, c'est le nombre de ballons touchés par Jonathan David. Mm. À l'aller, je crois qu'il a fini le match à 12-13 ballons touchés. Là, il en a touché 2 fois plus, sur à peu près autant de temps de jeu. Donc là aussi, moins d'Ilmaz et plus de David, ça met aussi un peu plus de liant, je pense, dans le jeu de l'équipe.
C'est fou, je sais pas ce que t'en penses, Raphaël, mais David, moi, c'est le joueur que je trouve le. En fait, je sais pas, j'ai tendance à trouver. Alors, il court beaucoup, etc. Mais souvent, je me dis, ah tiens, c'est pas parfaitement juste pour être vraiment le top joueur que j'imaginerais. Même dans la finition, il est pas parfait, il rate pas mal, mais au final, c'est le meilleur buteur de Ligue 1. Bah, C'est un mec qui est essentiel au pressing. En fait, il est vraiment essentiel, alors que j'ai quand même tendance chaque match à me dire, ah, c'est con, il y a 2-3 actions qui peuvent vraiment le faire. Il y a assez peu de matchs ultra aboutis, je trouve, de sa part. Mais alors déjà, dans un premier temps, quand ils ont dit sur Canal le meilleur buteur de Ligue 1, Jonathan David, j'ai bugué. Et pourtant, je Ouais. regarde pas mal de Ligue 1 cette année, je me suis dit, quoi? Jonathan David, meilleur buteur de Ligue 1? J'ai regardé, j'ai fait, ouais, Ouais. Bon, d'accord, après, il c'est très marque. serré, mais oui. Mais en fait, il a marqué quasiment tous les matchs. Il est à 8 Ouais, buts il a 8 buts, là. en 9 titularisations et 3 entrées en jeu en Ligue 1. Bon, là, il a marqué son premier but Enfin, il a marqué un but en Ligue des Champions cette saison. Mais après, tu sais, tu sens le potentiel de joueur complet. C'est ça que je trouve intriguant chez lui, tu vois. C'est que tu te dis, il est capable de tout faire. Par exemple, le péno qu'il doit obtenir là, quand Delaney le fauche. Bon, il tombe un peu vite, David, mais pour moi, il y a énorme faute quand même, parce que Delaney arrive et fait une glissade sur 10 mètres dans sa course. Et est-ce que c'est pas parmi les attaquants qui vont éclore en Ligue 1, qui arrivent au meilleur niveau en Ligue 1, celui qui se rapproche peut-être le plus de la version, pas encore aboutie, mais de la version de Lacazette qu'on avait vu en C'est Ligue 1 à une exactement époque. ce que j'allais dire, Flo. Ah bah voilà. Très juste. Quand tu as commencé ta phrase, je me suis dit à qui il va le comparer. Et je me suis dit, bah, Lacazette, ce serait logique. Oui, déjà en termes de gabarit, je pense que les tailles sont assez similaires. Il y a quand même un arrière-train particulier, mais qui aide aussi Massif. au joue. jeu à Absolument. tenir. Et en même temps, ils sont assez vifs pour éliminer sur des crochets, pour se mettre en position de frappe. C'est pas lourdeau. Et ça, je trouve ça assez intéressant. Je pense qu'il est pour l'instant moins capable de créer du jeu autour de lui que Lacazette. Mais Lacazette a mis quand même pas mal d'années avant d'atteindre ce niveau-là. Pour Après, moi, je pense aussi que c'est peut-être lié au système de Lille, oui, qui fait la qu'il est façon de jouer moins aussi aussi. au Ouais, centre du jeu, ouais, je il y a pense. il y a moins de proximité autour de lui. T'as pas un 10 sur qui C'est ça. t'appuyer. C'est vrai. Mais je suis curieux de suivre son évolution. Parce que je pense vraiment que s'il arrive à donner du sens à ce qu'il fait et à progresser sur la plupart des aspects qui sont déjà là, ça peut devenir un mec où tu sais, s'il passe de. Là, il est à 6 ou 7 sur 10 partout. S'il passe à 8 sur 10 partout, bah d'un coup, tu dis, ok, lui, il va aller jouer la Ligue des Champions tous les ans dans un bon club. Peut-être dans une attaque à 2 plutôt que tout seul. Parce que je pense qu'il est encore un peu léger pour animer une attaque tout seul. Mais ça peut être fun. Ou alors avec des attaquants qui jouent proche de lui. Alors que tu le mets à la place de Firmino en pointe à Liverpool avec Salah et Mané qui sont proches de lui, je pense que ça peut être rigolo aussi. Et parce que comme tu l'as dit, Christophe, il court sans ballon. Donc curieux. Mais c'est un joueur qui est assez sympa à voir jouer en tout cas. Tu vois, on parlait des joueurs de Séville qui sont un peu chiants à voir jouer. Lui, je le trouve assez agréable à voir jouer, David aussi. C'est vrai que quoi, tu disais 6-7 sur 10, je pense que les courses au pressing sans ballon, je pense qu'il est à 9. C'est vraiment un mec qui fait 12 de moyenne, 12 Après, bornes de moyenne. je pense qu'il y avait quand même cet objectif à Lille dans le recrutement parce que Osimhen déjà était fou C'est sur une machine cet après. aspect. Ouais, Osimhen, il faisait plus des sprints et en gros, il décélérait ensuite, mais vu qu'il avait pris tellement de vitesse au sprint, en fait, son jogging, passer les 3 premiers appuis, il continuait à être rapide. David, c'est moins, c'est juste, il court à une vitesse, il court à 70 km/h en permanence, quoi. Il fait pas du 120 et ensuite il va décélérer. Mais c'est vrai qu'il court tout le temps, et je vais pas m'amuser à reciter les stats de pression, mais l'année dernière, je crois que sur les attaquants, il était quand même leader et c'est lui qui faisait toute une bonne partie du pressing de Lille. Et ce qui est Le plutôt pas Leimer mal. de l'attaque. C'est ça. Non, mais c'est toujours bien parce que du coup, ça évite d'exposer. Et en gros, si déjà lui oriente tout le monde, etc., bah, ça facilite le boulot du milieu. Et derrière, en gros, la défense, c'est pour ça aussi que tu peux jouer avec Font en défense parce que le mec n'avance plus, mais au final, ce qu'il a géré, a priori, il gère des mètres. D'ailleurs, là, quand même, ta défense centrale, c'est Font qui n'avance plus trop, après qui est super gestionnaire de surface, etc., mais qui doit avoir 37 ans. Et Diallo, qui est très jeune et qui joue pas à son vrai poste, puisqu'il normalement il est axe droit et que là il joue axe gauche. Et finalement il s'en sort très bien. Et Reinildo, qui est un late bloomer, au-delà du Kastelik, qui a un net recul par rapport à sa saison d'il y a 2 ans, mais qui est quelqu'un qui a atteint un vrai bon niveau. Reinildo n'était pas du tout programmé pour arriver à ce niveau-là, quoi. Ça devait être une doublure pour un peu tirer Bradaric vers le haut. Et on parle d'un mec qui joue en réserve quand même assez tard, qui vient du Mozambique, qui n'a pas une formation de très grand club, même s'il est passé par Benfica. Et en gros, ses premiers pages en première division, c'est 2018, il a 25 ans, quoi. J'ai une question pour vous. Enfin, Oui. une question, un avis à vous demander. Est-ce que Lille se qualifie ou pas? Je vous donne Prochain les match, deux. c'est Salzbourg. Ils reçoivent Salzbourg pendant que Séville reçoit Wolfsburg. Et ensuite, ils vont à Wolfsburg pendant que Séville va à Salzbourg.
tendance à C'est dire 7 qu'ils seront Salzbourg, 5 troisième. pour Lille et Wolfsburg et 3 pour Séville. En fait, j'ai vu, pas à 100%, mais j'ai vu Wolfsburg face à Salzbourg. Le changement de coach, alors après, c'est un échantillon, voilà, mais le changement de coach à l'Arkham Nord fait vraiment du bien. Et je suis pas sûr. Limite, j'ai presque plus confiance en Lille battant Salzbourg qu'en Lille battant Wolfsburg. Après, si tu bats Après, si tu bats Salzbourg, Salzbourg, t'es premier du groupe, hein, t'es donc voilà. t'es pas mal non plus, tu vois. Mais... Mais là, comme ça, si tu me demandes un pronostic, mais vraiment sans certitude, en plus, ça se tient énormément. Je verrais genre nul et nul, ou nul et défaite, et troisième place. Mais encore une fois, je voyais Séville, à chaque match, je me dis, bon, ils se sont ratés, mais en niveau potentiel, ils sont largement au-dessus. Ce groupe-là l'a déjà prouvé, il le prouve en championnat. Et au final, Séville, semaine après semaine, n'arrive pas à enclencher cette vitesse supérieure, alors que leur niveau plafond est a priori bien au-dessus. En, Donc, je sais en pas tout trop. cas, ce qui devrait être fun, c'est à moins qu'il y ait un scénario fou que je n'arrive pas à calculer dans ma tête comme ça, mais normalement, le match à Wolfsburg, tu joues encore la qualif. Oui, Oui. oui, dans Donc tous les cas. Ouais. ça sera plutôt sympa, je pense. Le 8 Oui, même pour décembre. nous, pour en Ouais. parler, c'est clair que c'est intéressant. Et à noter, juste comme ça, que Souzo, s'il veut regarder les matchs d'Anthony de l'Ajax, pour apprendre à faire descendre, ça peut être pas mal, parce que Anthony, au-delà du fait qu'il sait faire plus de choses, lui, quand il revient sur son pied gauche depuis la droite et qu'il centre, ça fait 2 passes dès ce soir. Enfin, une et demie, parce que la première, la balle est déviée par un défenseur avant d'atterrir dans les pieds de Tadic. Mais voilà, ça fait plaisir de voir quelqu'un qui, ok, un ailier qui revient sur son bon pied, mais qui sait enrouler des centres au lieu de balancer des trucs. J'ai envie d'apprécier Souzo, hein, mais le mauvais jour, j'ai vraiment envie de me taper la tête contre les murs. Même si là, c'était moins pire qu'à l'aller. Florent, est-ce que tu as des choses à rajouter sur ce match ou pas? Ou sur Lille en Non, général, ou sur mais Raphaël, des choses? je Oui, voulais juste vous vas-y. dire que je viens de. Non, mais je viens juste de revoir le double tacle de Kimpembe. Oui. Et en effet, et en effet, je me dis qu'il peut prendre 2 cartons jaunes sur la même action, finalement. Surtout la deuxième. La deuxième, Ah oui, la très deuxième. orange. Très La, orange. la deuxième, oui, tu peux. Voilà. Alors, je l'aurais pas mis, mais tu peux limite mettre rouge, hein. Enfin, j'ai vu des rouges. Celui que Felipe prend ce soir, la faute est un peu plus vicieuse, mais elle n'est pas plus dangereuse que celle de l'ami Kipembe. Un dernier mot quand même, Christophe. Parce Ouais. qu'en ce moment, on se tape pas mal de matchs anciens de Monaco, époque années 90, et donc de Fabien Barthez, que j'ai vu aussi à la Coupe du Monde 98, parce que je regarde aussi des matchs de la Coupe du Monde 98 pour un autre format sur Copa Arena. Gerbic, le ballon sur le but de Séville, je sais pas s'il essaie de le capter, de le détourner. Je voulais juste dire qu'à une époque, les gardiens savaient capter les ballons. Et notamment Fabou Barthez, Fabius Fab, qui aimait capter des ballons que d'ailleurs personne d'autre ne captait, je pense, à part Bernard Lama. Et Gerbic, qui est peut-être un peu dans le début de saison moyen de Lille, parce que les chiffres avancés placent Lille beaucoup plus haut que la réalité. Même Alors, si on... c'est plus Jardim quand même. Ah ouais, d'accord. Les débuts. J'ai pas vu les post-shot XG individuels, mais ils sont en retard ils sont en retard dans les deux aspects. Lille. Ils auraient dû marquer plus de buts et en concéder moins. Bah, je vais même te dire mieux, c'est que sur Understat, alors après les chiffres ça varie un peu d'une source à l'autre, hein, mais sur Understat, si ça n'a pas bougé, mais il n'y a pas de raison, Lille a plus d'expected points cette saison que la saison dernière. Ouais, Donc on a c'est-à-dire que même ça, sur les stats, bon, après ça se joue à un dixième, hein, mais globalement, voilà, il y a un problème de surperformance l'an dernier, enfin qui n'était pas un problème, et de sous-performance cette saison qui fait que finalement, bah, quand tu analyses le travail d'un entraîneur, des joueurs, se pose la question de savoir quel est le réel mérite ou pas de l'un ou l'autre, même si encore une fois tu motives les attaquants, tu fais en sorte de ne pas traverser de passage à vide, etc. Mais sur le plan de la base, Lille n'est pas forcément en retard. Et d'ailleurs, Lille donc, est plutôt dans les temps de passage pour se qualifier en Europe, même si Lille n'a gagné qu'un seul de ces 4 matchs de Ligue des Champions. Florent, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur l'un des autres matchs que tu aurais aperçu, genre sur le Real, sur des... Non, j'ai pas assez aperçu le Real. T'en as parlé tout à l'heure et j'ai pas grand-chose à rajouter sur le fait que le Real s'impose avec un très joli deuxième but, avec un très Absolument. beau mouvement avec Vinicius à l'œuvre qui pour entrer dans la surface dans de tout petits espaces pour donner la balle de but à Benzema. Mais c'est vrai que j'ai vu du coup la deuxième partie de la première mi-temps où le Real menait déjà au score et c'était un attaque-défense en faveur du Shakhtar quoi, à ce moment-là. Et un Shakhtar très maladroit devant le but. J'ai raté des ratés, puisque tu m'évoquais quelques ratés auparavant. Et c'est vrai que, bon, après, ce groupe a l'air quand même très spécial, entre les perfs du Sheriff sur les premiers matchs,
un Shakhtar souvent à l'ouest et qu'il a fait un bon match mais perd. Ça a l'air quand même assez space. Donc un Real pas forcément très intéressant. J'ai bien aimé Modric qui était pris par parfois 2 joueurs sur les sorties de balle du Real et qui du coup par ses déplacements ouvrait des espaces pour ses partenaires. Mais sinon globalement il n'y a pas grand chose à raconter sur ce Real là, comme il n'y a pas grand chose à raconter sur pas mal de clubs espagnols de toute façon cette saison, pour l'instant en tout cas. Et à noter que Mudryk est un joueur assez particulier qui peut être assez frustrant, mais à chaque fois qu'il prenait la balle, il traversait la moitié de la défense du Real. Bon, généralement, il faisait n'importe quoi ensuite. Voilà, il paniquait. Enfin, faire n'importe quoi, c'est un grand mot, mais je sais pas quoi penser de ce joueur. Mais si c'est la version qu'on a eue, c'était pas non plus Vinicius quand même, mais vraiment d'avoir un gars qui prend la balle et qui est capable de faire des différences là sur son aile gauche, au milieu de joueurs qui sont plus tripoteurs de ballon, qui vont jouer en remise, etc. C'était assez intéressant et c'est d'autant plus intéressant à noter que Mudryk est ukrainien, alors que tous les éléments offensifs, voilà, tu prends double pivot, 3 milieux offensifs, un attaquant, à part Stepanenko devant la défense, sinon tous les autres sont brésiliens. Donc d'avoir comme ça un ailier ukrainien qui sort dans cette équipe est un petit peu marquant. Et à noter aussi que le but était offert en collaboration par Troubin et Marlon. Le premier but du Real, parce qu'autant le deuxième est beau, autant le premier, c'est une passe un peu forte à Marlon en plein temps fort du Shakhtar et que Marlon ne contrôle pas et du coup ça donne face à face direct. Donc voilà, un peu dommage pour le Shakhtar pour une fois qu'il faisait un bon match de terminer avec 0 point. Raphaël, est-ce que tu as quelque chose à dire de particulier sur le football? Non. Là, je n'ai qu'une hâte, c'est de vous impressionner avec mes paris. On va donc passer à cette magnifique séquence, la séquence Paris, avec notre partenaire PMU.fr. Les paris, où la dernière fois qu'on a parié, c'était donc il y a longtemps. Je me souviens d'avoir passé un pari, puisque c'est pas non plus ultra fréquent, c'était à l'époque le match nul de Lille contre Brest, je crois que c'était à 4-10, donc voilà, assez content d'avoir réussi celui-là qui compense un peu quelques échecs. On va commencer par Raphaël, du coup, qui avait envie de nous impressionner. Alors, tu as voulu nous faire une petite feinte, car tu es humoriste amateur. Et tu m'as Très dit, amateur. dis que j'ai un pari buteur Marseille-Lazio à 3,50, mais ne dis pas lequel. Alors, tu veux qu'on commence par ça? Ok, on commence par ça. Je voulais Bah qu'on oui. termine, mais bon, il me semble être plus fun. Non, je voulais parler d'un homme qui, lui, est footballeur amateur. C'est Muriqi, l'attaquant de la Lazio, qui joue régulièrement cette saison. Et alors, c'est un joueur qui est pas très connu, mais pour l'avoir vu plusieurs fois, c'est je pense, un des pires joueurs d'Europe. En tout cas, C'est parmi les. Il y a un côté très Mitroglou Ouais, mais il est de moins bon. Marseille, hein. Il est moins bon que Mitroglou, hein. Il a quand même marqué beaucoup de buts avant de venir à la Lazio la saison d'avant, Ouais, mais mais quel c'est très but? compliqué, hein. Quel but a-t-il marqué, Christophe? C'est ça la question que je te pose. Parce Ouais, que puis je crois que c'est la même saison où Sorloth en met quasiment 30, donc du coup tu peux te poser la question de la Turquie taxe sur le est-ce que fait de beaucoup marquer. voilà, est-ce que la Turquie n'est pas l'Eredivisie du Bosphore? Je ne sais pas, mais il y a un truc avec ce joueur-là qui, il faut le présenter, c'est quand même un gabarit. Vedat Muriqi, c'est quand même 1m94 pour 92 kilos. Donc j'espère qu'il parle pas français, qu'il n'entendra jamais ses propos. Mais en effet, il avait fait des saisons à 17 et 15 buts en Turquie avant de rejoindre la Lazio, où il a fait d'abord une première saison à 817 minutes et un but. Et cette saison, il a joué plusieurs fois quand Immobilier ne jouait pas. Et il est catastrophique. Et les quelques Laziale que je suis sur Twitter n'en peuvent plus, en fait, de Vedat Muriqi. Qui est, franchement, sur le plan technique, tu vois, il marque des buts, hein, mais dès qu'il faut faire autre chose que tirer, c'est un joueur très très moyen. Mais il va jouer, je pense, contre l'OM, parce qu'il joue les matchs de Coupe d'Europe avec la Lazio. Et ça, c'est pour ça que j'ai pas misé sur lui. Un but à 3,50. Après avoir dit pendant 3 minutes qu'il Oui, était nul. oui, mais but à 3,50. Ça m'empêche pas de croire qu'il va marquer un but. Je crois qu'il va jouer dans l'attaque de la Lazio. J'ai vu une compo annoncée. Vedat Muriqi. Alors, il y a aussi des histoires sur la raison de son transfert, hein. Apparemment, il y a des histoires d'agents. Puisqu'ils l'ont quand même acheté 15 ou 20 millions d'euros, quelque chose comme ça, Vedat Muriqi. Ouais, il me semble, la Lazio. Ils ont mis beaucoup d'argent sur lui. Et du coup, voilà, si vous êtes curieux, les supporters marseillais auront l'occasion de le découvrir, mais même si vous n'êtes pas supporter marseillais et que vous voulez voir un match de foot avec un joueur très très moyen qui a la chance de jouer une Coupe d'Europe, regardez Vedat Muriqi, le Kosovar, qui sur le plan technique est un franchement des pires attaquants qui joue dans une bonne équipe d'un bon championnat européen.
On espère pour toi qu'il va pas faire trop de bonnes choses, sinon les gens seront extrêmement déçus. Parce Bah, que tu leur as promis quand même du foot loisir en Ligue Europa. Donc. ça aurait été le match de sa vie. Mais ça te permet de rappeler finalement, attaquant grand, costaud, pas super technique de la Lazio qui joue la Coupe d'Europe, que Libor Kozak a été une des meilleurs buteurs de la Ligue Europa. Oui, mais non, mais Le Tchèque. tu sais pourquoi ça me déprime d'autant plus que Vedat Moriki joue à la Lazio, c'est parce que j'aimais beaucoup Felipe Caicedo, Oui, moi qui, je aussi. pense, a jamais eu le... Alors, on va pas faire un rant sur l'honneur qu'aurait dû avoir Felipe Caicedo dans les médias français. Je pense que c'est pas forcément prioritaire, mais qui était un vrai bon joueur de foot, Felipe Caicedo, qui a pas eu beaucoup de temps de jeu non plus, mais j'aimais beaucoup ce mec. Tu sais qu'à un moment, j'étais sur une position où sur les Sud-Américains, Caicedo, Zapata et Rondon allaient tous les trois exploser. Bon, il y en a un des trois qui a explosé, pas les deux autres. Mm. Mais c'était une prise de position très forte de ma part, mais que je n'ai jamais partagée. Du coup, c'était une prise de position finalement assez limitée. Est-ce que tu crois toujours à Isaac Success? Beaucoup moins, mais j'ai encore vu ce week-end jouer. Il existe encore et au moins au plus haut niveau, ce qui n'est pas le cas de Peñaranda, qui n'est plus. Je pensais à lui aussi, Peñaranda. Et Kermit Erasmus, où est-il? Il est en Afrique du Sud, je crois qu'il est au Mamelodi Sundowns, il me semble. En tout cas, il est. Tu l'as cité normal, le club, c'était bravo, Christophe. Mais je suis pas sûr. Mais C'est je Mamelodi. regarde régulièrement. Mamelodi Mais c'est Sundowns. peut-être pas ça. Si, c'est ça, il est au Mamelodi Sundowns. Mais je m'informe régulièrement sur l'actualité de Kermit Erasmus et ce n'est pas une blague, puisque je fais dans la voie des sports l'actualité des anciens joueurs passés par la région. Donc du coup, c'est pour ça que je peux te dire que Moussa Mazou joue au Luxembourg. Je peux te citer vraiment les clubs de pas mal d'anciens Lillois, d'anciens Lensois, d'anciens Valenciennois, d'anciens Boulonnais, même d'anciens Avionnais, puisque Alors, Yohan Boli joue actuellement avec Rames Rodriguez et Laurent Blanc au quiz. Qatar. Où est Gianni Bruno en ce moment? À Zulte Waregem. Ah, il est fort, il est fort. Où est Baptiste Guillaume? Bah, il est encore à Valenciennes. Hein. Je sais pas, hein, j'ai pas la réponse. Je te questionne, mais j'ai pas la réponse. Bah, si, mais du coup, il est pas à l'étranger, donc ça ne me concerne pas pardon, excuse-moi. Sur le nordiste de l'étranger. Non, mais toutes les semaines, je regarde les performances d'Ezequiel Ponce au Spartak, etc. C'est une vraie veille sur 70 joueurs qui n'ont un intérêt que limité. Que devient Postolachi? Il est à Moucron, il ne joue pas, il n'a pas marqué depuis, je crois, 36 matchs. Et Moucron est dernier de 2e division belge. Fini ce côté Saint-Savant, on relance Florent qui s'ennuie chez lui. Un match de Ligue Europa également pour toi, un match qu'on évoquera demain, donc ce soir pour les gens. Quoique non, peut-être demain du coup, le temps que ça sorte. Mais dans le prochain épisode, c'est Lyon-Sparta et tu es également sur un joueur qui marque un but. Oui, moi je reste sur un pari qui a fonctionné lors de la dernière émission. C'est Toko Ekambi buteur face au Sparta Prague, il avait marqué là-bas. Et je me dis que Lyon devrait dominer à nouveau ce match retour. Alors l'aller, ça avait été compliqué, ils avaient été menés très vite, ils avaient réussi à renverser ça en deuxième mi-temps. Mais je me dis que là, au retour, ils peuvent faire beaucoup mieux et éviter ce raté au départ. Et Toko reste un joueur, je me demande s'il n'a pas marqué à chaque match de Ligue Europa cette saison, de l'OL, sur les 3 premiers, ça ne me surprendrait pas. Parce que je crois qu'il marque aux Rangers et qu'il marque au Sparta, donc, et face à Brøndby, il y a eu pas mal de buteurs, donc je ne serais pas surpris que ce soit le cas pour lui. On sent la vérification précédant le pari. Hein. Il y a un aspect très brut. Mais je sais qu'il a marqué lors du match précédent et qu'il est quand même en très bonne forme cette saison avec l'OL. Tu as raison, Flo. Il a même marqué 5 buts en 3 matchs de Ligue Europa. Il a mis doublé contre Brøndby, doublé contre Sparta. Il avait marqué contre les Rangers. Mais voilà, au moins un 6e but, ça me permettrait de passer cette cote à 2,20 et ça lui permettrait peut-être d'avancer dans sa quête du titre de meilleur buteur pour succéder justement à Libor Kozak. Mais c'est que je ne m'étais jamais trop positionné, mais j'étais plutôt client du transfert de Toko Ekambi quand il est arrivé à Lyon. Je trouvais que dans son profil, ça pouvait être intéressant, mais il était traché par tout le monde. Donc je pense que je ne l'ai jamais trop dit. Mais je suis assez content. Alors je n'imaginais pas non plus à ce niveau-là, quoi. Il y a une espèce d'entre-deux. Mais il y a eu des trames perso et tout, mais je suis pas mécontent de le voir performer, même si c'est pas le profil de joueur qui me plaît le plus non plus. Après, le truc, c'est que dans le système de Bosch, il est hyper important parce qu'ils ont absolument besoin de joueurs de profondeur sur les côtés. Et lui est parfait sur l'aile gauche, quoi. Contrairement, ils en ont pas. Raphaël, contrairement à qui Toko apporte de la profondeur sur l'aile. Je sais pas, c'est un joueur qui a disparu des radars, je sais pas qui c'est. Non, mais tu vois, j'ai pris une prise de position forte, Christophe, contrairement à toi sur Toko, qui aurait pu payer après beaucoup de temps.
Et paye, non, mais Xherdan Shaqiri, oui, y a pas Mais de on l'a souci. mis. Enfin, moi aussi, je l'ai tweeté C'est... avec Shaqiri, je comprenais pas. Et Florent aussi l'a tweeté que Shaqiri comprenait pas le transfert à Après, Lyon. On l'a tous dit, hein. après, je vous rappelle que j'ai quand même dit il y a genre 3 ou 4 ans, non, même plus longtemps que ça, que Maxwell Cornet pourrait finir latéral gauche. Et malheureusement, on m'a écouté, je crois. Je sais pas. Donc, et que Jesus Navas pourrait faire un latéral droit. Ce à quoi, Christophe, tu avais dit non, 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 pas possible. Je Ce te qui était rappelle quand même. complètement con parce que finalement, il y avait tous les signes avant-coureurs. Je sais pas pourquoi j'avais dit non. Le mec, il faisait que courir, déborder, centrer, ce qui se demande aux latéraux aujourd'hui. Mais... Non, non, mais oui, Xherdan Shaqiri. Bah après, il va peut-être faire un bon match. Hein. Ce serait tant mieux pour les Lyonnais, mais j'étais sûr que ça marcherait pas. Et il est encore tôt. Hein. Oui. Mm. Mais tu avais dit, oui, si ça marche, c'est une fausse bonne idée qui aura payé par accident. Justement, Raphaël, toi, l'homme des prises de position fortes, tu as un deuxième pari à nouveau sur la Ligue Europa. Et c'est le match entre le Leverkusen et le Betis. Oui, le match, j'avais parié match nul sur l'aller, c'était passé. Bah, donc je parie match nul sur le retour, c'était à 3,60. C'était passé aussi. Je pense que il Non, y aura. c'est pas encore passé celui-là. On verra si ça passe. Mais... Oui, pardon, mais je pense que c'est un pari intéressant. Alors, à mon avis, il y aura des buts, mais c'est toujours difficile face à ces équipes-là de garder sa cage inviolée. C'est comme quand on joue avec Cristiano Ronaldo, mais en tout cas, c'est intéressant, je pense, d'aller voir ce match-là. C'est un des bons matchs de la Ligue Europa qui arrive lors la journée là. C'est deux équipes qui sont à 7 points dans leur poule, donc poule qui domine assez largement. Hein. Je suis allé voir tout à l'heure et j'ai déjà oublié quel était le classement, mais ils sont donc dans la poule G de la Ligue Europa. Ils ont tous les deux 7 points. Le Celtic est à 3 et Ferencvaros est à 0. Donc je pense que ça peut être pas mal. Ils n'ont pas de raison de se taper l'un l'autre. Ils peuvent finir à 8-8 comme ça après ce match et derrière se départager sur les matchs face au Celtic et Ferencvaros. Et c'est deux belles équipes d'Europe qui sont sympas à voir jouer. Je le répète, si vous avez l'occasion de regarder ce match qui est à quelle heure Je pense que malheureusement. c'est 21 la semaine dernière. Enfin, la journée Oui, précédente, c'était à 19. c'est en même temps que Marseille-Lazio. Donc on ne le verra pas. Sachant qu'à 18h45, il y a Monaco-PSV. Mais allez voir Bayer Leverkusen Real Betis. C'est pas mal du tout. Le Betis, il y a des joueurs sympas. Je les ai déjà cités la dernière fois, je les répète. Hein, mais Rodri est cool, Fekir est cool, Canales est un très beau joueur de foot. Euh, et puis, alors derrière, c'est un peu moins fun, mais il y a toujours quelques bons joueurs un peu partout. Je suis moins fan des Christian Tello et compagnie. Diego Lainez ne joue toujours pas au football, malheureusement. Mais il y a quand même des trucs assez cool à voir du côté du Betis. Et puis Leverkusen, ça n'a pas trop changé d'identité. Ça court, ça court, ça court, ça attaque vite, ça joue au sol. Et Moussa Diaby fait un bon début de saison. Je sais pas si ce que tu as fait pendant ton développement était prémédité ou non, mais c'était pas très joli. Mais bon, bravo à toi. Que Florent n'avait pas vu, il n'est pas tilté. À noter que ce match, j'avais vu le début quand parce que j'étais allé en tant que spectateur du coup au match du PSV sur la dernière journée, qu'il y avait ça dans un pub où j'étais. Donc j'avais vu genre le premier quart d'heure où les Leverkusen mettaient le feu absolu au Betis. Et ensuite, ils ont changé pour mettre Arnhem en C4, donc c'était un peu moins intéressant. Et ensuite, je suis parti au stade et quand j'ai vu les XG derrière, genre, je pense que j'ai vu limite le seul quart d'heure où Leverkusen a fait des choses. Donc j'espère que ça sera plus intéressant sur la durée de ce match-là pour ceux qui le verront. Mais en tout cas, le quart d'heure que j'avais vu était vraiment, vraiment très sympathique. Fini pour les paris Ligue Europa, mais Florent a un pari qui est assez proche dans le temps parce que c'est un match de vendredi soir, le match avancé de Ligue 1, Absolument. le match Oui. entre Lens et Troyes. Oui, match entre Lens et Troyes, avec Lens qui doit se relancer après sa défaite face à l'Olympique Lyonnais il y a maintenant une semaine, c'était samedi dernier. Et Troyes qui, il me semble, a quand même pas mal de mal à voyager cette saison. Je suis en train de vérifier ça tout de suite, mais c'était l'impression que j'avais il y a quelques jours. Et en fait, non, pas du tout. Ils voyagent plutôt bien. C'est totalement ridicule. C'est Mais toujours incroyable la est-il que préparation de tes paris à chaque fois. C'est un beau moment. mais toujours est-il que face à Lens, je pense que les Troyens risquent de se heurter avec leur envie de bien sortir la balle, de se heurter à l'envie de Lens de plutôt bien presser. En général, les Lensois, c'est ce qu'ils font très bien quand ils affrontent des équipes un peu protagonistes et qui aiment avoir le ballon, qui aiment le ressortir assez court. C'est justement de très bien les presser, de savoir les orienter, les enfermer là où ils veulent et ensuite de s'installer camp adverse et de contre-attaquer rapidement. Et sur ce point-là, et pas sur les résultats de 3 à l'extérieur, mais plus sur ce point-là, Lens a quand même beaucoup d'arguments, je pense, pour mettre 3 en grosse difficulté parce que j'ai pas l'impression que les Troyens aient vraiment de plan B
pour sortir. Et comme Raphaël le disait tout à l'heure sur le match face à Leipzig, pour le PSG, de chercher plus loin, de chercher plus long. Donc, et même en cherchant plus long, est-ce que les attaquants troyens ont les arguments pour tenir la balle face à des défenseurs lensois qui sont quand même plutôt bons pour défendre en avançant et aller gratter des ballons dans ces situations, même s'ils ont perdu Badé. Danso fait ça plutôt bien quand même depuis qu'il est là pour permettre de maintenir une ligne haute. Donc sur ces deux arguments-là, plus les qualités individuelles côté lensois qui me paraissent supérieures à celles côté troyen, je donne un avantage à Lens à tel point que je les vois gagner avec 2 buts d'écart. Donc le pari, c'est Lens avec le handicap de -1 et c'est coté à 2,50. Voilà, ce pari était très mal parti, mais je pense qu'il est plutôt convaincant quand même. Oui, puis ça se trouve, une argumentation pétée n'a jamais fait un pari qui ne passe pas. Un pari réussi, absolument. Donc, voilà, il y a eu les deux cas, hein. Il y a eu des argumentations géniales. Il y a même parfois des très bonnes idées et ça se retrouve sur le terrain, mais au final, le résultat ça paye ment pas. Et ça En ne paye effet. pas. Et c'est assez terrible. Merci messieurs. Vous tous, auditeurs, merci de nous avoir écoutés. Abonnez-vous à Coparena, on le rappelle de temps en temps. Mais c'est notre média, c'est ça qui nous fait vivre, qui nous occupe, etc. En ce moment, pendant la semaine, là, hier, avec Ben de Feta Compo, on a interviewé un joueur de Ligue 1, c'était assez sympathique. Que tu peux nommer. On a fait Thomas Monconduit. Voilà, qui nous raconte sa vie, son œuvre, ses partenaires, des anecdotes sur Bodmer, sur Ganso, sur l'entraîneur de Drancy, sur la formation française, voilà, sur le fait qu'on lui a appris à comment s'orienter face aux porteurs adverses très tard dans sa formation. Enfin, voilà, beaucoup de choses intéressantes qui parlent évidemment de jeu. Et Raphaël a fait Johan Gastien aussi, une interview que vous pouvez Gastien. déjà écouter il y a quelques jours. Avec Julien Maumont. Absolument. Julien Maumont qu'on salue, qui bosse à peu près 20 heures par jour en ce moment pour préparer un autre grand dossier pour un autre média. Merci messieurs, merci à tous. Rendez-vous dans 24 heures pour un épisode spécial Ligue Europa. À bientôt. Ciao. Salut. Cordialement.